d'être ici. Merci vraiment beaucoup pour cet accueil chaleureux. Je dois dire que tout ça doit beaucoup en effet à Julie Verlaine, qui est professeure d'histoire contemporaine ici même, et qui est aussi la présidente de l'AFEMUS, donc cette association pour un musée des féminismes, dont la chef de projet est également là, et je la remercie vraiment beaucoup aussi, Lucie de Wilder, d'être présente. Merci beaucoup à toute l'équipe organisatrice de cette conférence. Et donc voilà, l'AFEMUS porte ce magnifique projet d'un musée qui en France manque beaucoup, un musée des féminismes, et c'est grâce à Julie et la coprésidente de l'AFEMUS, grande historienne des femmes, du genre, des féminismes, et aussi des antiféminismes, Christine Barr, voilà, on a pu réaliser cette première exposition dont je vais vous parler en quelques mots, en lien évidemment avec le sujet du jour. Donc cette exposition qui s'appelle « Les femmes sont dans la rue, révolte, subversion ». Pas submersion, non, certainement pas. Ou alors c'est une submersion féministe, et ça serait très bien de la réaliser. Révolte, subversion et émancipation. Et donc avec toutes sortes de figures de femmes qui sont toutes féministes dans une certaine mesure, au sens où elles luttent pour la véritable égalité, pour l'émancipation, pour la justice. Je vais revenir sur ces différentes femmes que vous pouvez voir ici. Ça va de l'esclave affranchie Solitude, là-haut, qui a été exécutée d'ailleurs sur ordre de Napoléon Bonaparte, on y reviendra, lors des grandes luttes contre l'esclavage et pour la liberté, l'indépendance et le refus justement de cet esclavagisme, jusqu'aux femmes de chambre de l'hôtel Ibis-Batignolles. Vous voyez en bas à droite Sylvie Kimissa Esper et Rachel Keke, qui sont deux de ces femmes de chambre qui ont été en lutte pendant plusieurs semaines au nom du droit, de l'émancipation aussi, de la justice au travail, en passant par des figures sur lesquelles je reviendrai. Donc ça a donné lieu en effet à un livre que Julie a eu la gentillesse d'évoquer. Et donc cette exposition, Les femmes sont dans la rue, comme l'a souligné également Julie, c'est une exposition qui vise à montrer justement depuis la Révolution française le grand élan de nombreuses femmes au nom du droit, au nom de cette émancipation, donc des luttes libératrices, des luttes qui sont souvent enthousiasmantes, et on a voulu rendre finalement cet enthousiasme, cet élan, cet allant, cette manière un peu frondeuse, parfois provocatrice, parfois insolente et toujours très courageuse de lutter pour ses droits et pour l'égale liberté, comme le dit le philosophe Étienne Balibar. On a voulu le rendre par ce point d'exclamation qui nous a paru important, et donc cette exposition que vous pouvez visiter jusqu'au 22 juin sur le site de Belle Bay à Angers, entend rendre compte justement de ces mouvements, y compris de ces femmes qui ne se sont pas toujours revendiquées du féminisme. On va y revenir, puisque en fait le terme de féministe, dans l'acception du terme que nous utilisons, date seulement de 1882, mais on peut considérer que pendant au moins un siècle, beaucoup de femmes et quelques hommes, je vais y revenir, étaient des féministes avant le mot, avant la lettre, avant que l'expression soit véritablement forgée par l'une de ces grandes féministes sur laquelle on va revenir, qui s'appelle Hubertine Auclair. Et donc ça, c'est d'ailleurs un des panneaux de l'exposition que j'aime particulièrement parce que il s'agit d'une photographie qui a été prise lors d'un mouvement de solidarité avec le mouvement des femmes iraniennes, Femmes, Vie, Liberté, qui reprend les couleurs justement de cette lutte, tout en quelque sorte se référant au passé, comme si le passé et le présent étaient imbriqués, étaient entremêlés. La question de la référence au passé, de la vie du passé dans le présent, est fondamentale dans ces mobilisations, et donc avec bien sûr une référence aussi à ces femmes porteuses de mouvements révolutionnaires, notamment ici avec La liberté guidant le peuple, mais on va voir que ces femmes sont loin de n'être que des allégories ou des porte-drapeaux. Là, vous voyez une des entrées de l'exposition avec le site de Belle Bay, et voilà, comme vous pouvez d'emblée le présupposer avec ce genre d'image, c'est une vitrophanie sur les portes d'entrée, il y a la question vraiment de la solidarité, de la sororité, du mouvement, voilà, de l'entraînement, parfois de la joie créatrice, inventive, qui est liée à cette histoire de lutte. Et là, vous pouvez voir aussi quelques images, quelques photographies qui ont été prises, en l'occurrence ici par le photographe Serge Dignazio, lors de l'inauguration de cette exposition. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a une volée de tracts avec des mots d'ordre, des mots de désordre aussi, et des mots qui donnent
de la force, hein, comme on le voit avec cet exemple-là. Si tu te sens désespéré, rappelle-toi de cette foule. Et ça, je pense que ça nous fait aussi du bien. C'est assez bienfaisant de constater la ténacité, la force. Ça ne veut pas dire nécessairement d'être des femmes puissantes. Il y a un petit peu une injonction. Vous connaissez peut-être le livre de Léa Salamé, Femme puissante. Moi, j'aime pas beaucoup cette expression, parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait une assignation à être, voilà, être de grandes femmes, comme on parle des grands hommes. Bon, c'est pas forcément ce qu'on a voulu retenir, nous, dans l'exposition et dans ce livre, par ailleurs. C'est vraiment parce que cette assignation, en fait, elle veut distinguer toujours certaines femmes qui seraient comme des modèles ou comme des fétiches. Nous, on a voulu vraiment insister sur l'intelligence collective de ces mobilisations, mais il est certain que oui, de ces mobilisations, on peut puiser une force, en effet, une puissance, et une manière de se donner de la puissance au travers de ces mobilisations. Et moi, je considère toujours que finalement, dans une certaine mesure, on est en dette. Mais c'est une dette heureuse, hein, c'est pas une dette qui est un fardeau, c'est pas une dette qui est un poids, mais on est en dette à l'égard de toute cette longue histoire. Et finalement, ici, moi, je me réjouis ici de voir que cette assistance, elle est intergénérationnelle, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Ici, c'est très très important. On va le voir d'ailleurs, finalement, dans chacun des grands moments de mobilisation au nom de la lutte pour la citoyenneté. Et il y a toujours eu des formes intergénérationnelles, des formes de solidarité intergénérationnelle. C'est vrai qu'on a tendance à employer de longue date dans l'historiographie des féminismes la notion de vague, comme si en fait à une vague correspondait une génération. Mais en fait, les générations sont toujours présentes, co-présentes dans chacun de ces mouvements. Et donc je vous remercie d'autant plus d'être là. Comment parler des féminismes sans citer Michel Perrault, ça serait difficile. Même si on pourrait y revenir, et je citerai quelques-unes de ces féministes qui ont été aussi des pionnières de l'histoire des féministes, parce que en étant féministe, souvent elles faisaient l'histoire de ces mouvements émancipateurs. Mais Michel Perrault, je la cite particulièrement ici pour introduire aussi cette intervention dans Le Temps des féministes, un de ses derniers ouvrages. Elle dit « Il en est du féminisme comme de l'astronomie. Grâce au progrès des techniques d'observation, on n'en finit pas de découvrir de nouvelles étoiles. » Et je trouve que c'est particulièrement beau et poétique. Et elle a raison, parce qu'en fait, on a parfois le sentiment que le sujet est épuisé. Et en réalité, d'ailleurs, comme le prouve aussi la vivacité historiographique ou de sciences sociales, de sciences humaines autour des féminismes, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup à découvrir, beaucoup à chercher et puis à s'enthousiasmer aussi, il faut bien le dire. Et donc, voilà, je voulais commencer aussi par un propos qui est celui de la féministe afro-américaine Bell Hooks, qui nous dit « Approchez-vous et voyez comme le féminisme peut toucher, changer vos vies et nos vies. » Alors, cette histoire, on peut dire, donc on va vraiment se centrer sur la conquête de la citoyenneté. Alors, des femmes en lutte, des femmes mobilisées, il en existait évidemment bien avant la Révolution française. Et on peut considérer d'ailleurs que souvent dans les manifestations, dans les marches, dans les cortèges, elles étaient au premier rang. Souvent, elles étaient en tête de ces cortèges. Et elles étaient d'ailleurs appelées parfois des bouts de feu, parce que vraiment, c'était qui donnaient l'élan, qui donnaient la force de ces mouvements. Et ça permettait aussi, dans une certaine mesure, d'exercer une force protectrice à l'égard des forces de l'ordre, même si ça n'a jamais véritablement empêché la répression contre les soulèvements populaires dont les femmes étaient souvent les porteuses. Et qu'est-ce qui se passe au moment de la Révolution française? C'est que, en fait, pour la première fois, elles vont véritablement articuler un mouvement pour l'émancipation sociale, pour la justice, pour des questions vraiment matérielles, élémentaires et en même temps fondamentales, comme les questions de subsistance, les questions des denrées alimentaires, notamment en période de disette. Articuler donc cette dimension-là, sociale, matérielle, avec une dimension éminemment politique. Et donc tout ce dont je vais vous parler, finalement, c'est toujours cette manière d'entremêler les deux thématiques, le social et le politique, qui sont intrinsèquement et intimement mêlés. Et on va le voir aussi au fil de cette histoire, en réalité, exiger la citoyenneté, ce n'est pas uniquement demander le droit de vote. Bien sûr qu'on va parler du droit de vote, mais la citoyenneté est une notion bien plus englobante que celle du droit de vote, parce que la citoyenneté représente en fait le fait de participer pleinement et légitimement à la vie politique, à la vie de la cité, au fait de faire commun et de considérer que la politique est un bien commun. Et dès lors, en fait, être citoyenne, c'est avoir le droit
et se reconnaître légitime, et ce mot-là, il est vraiment très important, se reconnaître légitime à s'exprimer, à délibérer, à décider, et à pouvoir participer pleinement, être une part et être partie prenante de cette vie commune de la cité. Donc c'est vrai que ça commence avec la Révolution française. D'ailleurs, dans l'exposition, on a, grâce au musée d'histoire vivante de Montreuil, qui nous a prêté différentes pièces, on a énormément de documents, notamment on a un peu plus de 300 œuvres, et puis parmi ces 300 œuvres, quelques 170 pièces originales. Mais on a notamment ce bouton qui date de l'année 1789, avec la représentation des femmes lors de la prise de la Bastille. Et d'ailleurs, quand on fouille dans les archives, pour écrire ce livre, et bien sûr pour faire l'exposition, j'ai puisé dans beaucoup de fonds, d'archives, beaucoup de sources, eh bien on retrouve justement le nom de nombreuses femmes qui ont participé aux grandes journées révolutionnaires, dont le 14 juillet 1789, avec des femmes qui ont d'ailleurs perdu la vie et qui ont été reconnues comme des héroïnes de la prise de la Bastille, alors qu'elles ont souvent ensuite été silenciées, elles ont souvent été ensuite invisibilisées, et justement c'est un peu notre tâche de les faire réémerger, leur redonner place et vie, justement. Donc en fait, ce qu'elles disent, ces femmes sous la Révolution française, souvent, c'est les droits de l'homme sont aussi les nôtres. Donc, bien sûr, on va parler d'Olympe de Gouges, mais ce que je voudrais montrer là, pour ce premier aspect sur l'enjeu posé par la Révolution française, c'est que Olympe de Gouges est loin d'être la seule à poser cette question fondamentale de la véritable égalité. Que si l'égalité apparaît seulement formelle, eh bien, elle ne permettra pas de réaliser la justice sociale. Et donc, un grand nombre de femmes vont revendiquer justement le droit de prendre pleinement part aux droits humains, avec ce paradoxe autour des droits de l'homme, comment considérer cette notion d'homme dans les droits de l'homme. Et si vous utilisez un logiciel de traitement de texte, si vous écrivez « êtres humaines », eh bien, voilà, le logiciel va vous le souligner parce qu'il ne comprend pas. En fait, il trouve ça bizarre, êtres humaines. Des êtres humains, des êtres humaines, en fait, là, c'est ça qu'elle revendique aussi. C'est la question de l'universalité véritable et la question de la souveraineté. Donc, l'une des premières figures qu'on peut repérer qui va être pionnière dans ces revendications d'une véritable égalité, en fait, on ne peut même pas la nommer, malheureusement. Elle est l'une des rédactrices de cahiers de doléances, mais elle reste sous le sceau de l'anonymat. Donc, c'est Madame, on ne connaît que ses initiales, Madame B. Qui, donc, au printemps 1789, contribue à la rédaction de ces cahiers de doléances. Là, on est en Normandie, près d'Yvetot. Et elle s'aperçoit qu'elle-même, elle a participé de longue date, comme vous le voyez avec cette citation, « Pardonne ô mon sexe, si j'ai cru légitime le joug sous lequel nous vivons depuis tant de siècles ». C'est-à-dire qu'elle s'aperçoit, en rédigeant ce cahier de doléances, en étant dans l'effervescence, dans l'ébullition révolutionnaire, qu'elle a elle-même contribué à incorporer l'idée que les femmes n'étaient pas légitimes à avoir une place égale à celle des hommes. Et finalement, elle récuse cette pensée, elle montre aussi comment, justement, il y a eu une intériorisation de ce préjugé structurel, de ce préjugé systémique, et elle va vraiment revendiquer que les femmes réclament leurs droits et la véritable égalité. Donc dans ces cahiers de doléances, il y a un certain nombre de fascicules qui, ils sont rares, mais qui réclament justement d'emblée, encore une fois on est au printemps 1789, qui réclament l'égalité entre les femmes et les hommes, et qui passent notamment par la citoyenneté, qui passent notamment par le droit de vote. Et c'est intéressant d'ailleurs, dans le livre, j'essaie de montrer qu'il y a une boucle possible autour de certains thèmes et de certains termes. Par exemple, dans ce cahier de doléances, Madame B dit réclamer. Voilà. Son grand mot, c'est réclamer. Et d'ailleurs, toutes ces femmes féministes, y compris avant le mot, comme je disais tout à l'heure, elles vont souvent dire « on ne mendie pas ». On ne mendie pas. Un des slogans féministes des années 70, c'était « on ne mendie pas un juste droit, on se bat pour lui ». Et ça, c'est un trait aussi structurant de cette histoire. Parce que l'idée, c'est de ne pas se soumettre à la charité ou au bon vouloir. Non, en fait, on se bat, on est combative et on est surtout active. Et donc, se réclamer, finalement, on va le retrouver jusqu'à nos jours avec, par exemple, une poétesse magnifique afroféministe
qui s'appelle Qui et donc qui, dans un de ses poèmes, parle de réclamer. On le retrouve aussi, si vous connaissez ces courants écoféministes, qui viennent en particulier d'Amérique latine, qui peuvent venir du Mexique, qui peuvent venir d'Argentine, on pourrait en reparler. C'est la question justement du reclaim, c'est la question de réclamer des droits dans une lutte qui articule la lutte contre la prédation du vivant et contre les violences faites aux femmes, la marchandisation généralisée. Donc en fait, sous la Révolution française, se réclamer, il va passer par différents moments, différentes pratiques très actives des femmes. Alors l'un de ces moments très importants et finalement matriciel dans l'histoire de l'engagement des femmes dans la lutte pour la citoyenneté, ce sont les journées des 5 et 6 octobre 1789, puisque là, on a vraiment cette articulation dont je vous parlais entre le social et le politique. Ces femmes qui sont des dames de la halle, des femmes du peuple, hein, on va le voir pendant toute une partie de notre période, jusqu'au début du XXe siècle, celles qui vont vraiment dans la rue pour revendiquer ces droits, ce sont des femmes des classes populaires, des catégories populaires, qui ont bien plus justement cette pratique de se sentir aptes et légitimes à descendre dans la rue pour justement cette bataille, mener cette bataille. Donc là, ce sont des harengères, ce sont des harengères, ça veut dire des marchands de harengs, des vivandières, ce sont des femmes qui travaillent au marché des Halles à Paris, qui ont l'habitude d'ailleurs d'aller à Versailles, s'il faut parcourir 17 ou 20 km à pied, bien évidemment, et en fait elles ont l'habitude d'y aller de longue date parce qu'elles sont en quelque sorte une synecdoque. Vous voyez, une synecdoque ou une métonymie, c'est quand on prend la partie pour le tout. Donc, en fait, elles y allaient très souvent lors de cérémoniaux, de rituels, où elles allaient faire allégeance au roi, elles allaient faire leur révérence pour prêter obéissance au roi. Et puis en échange, il y avait une espèce de cérémonie de don contre don, et le roi en échange leur assurait la protection, sa protection, et ces femmes étaient la métonymie du peuple, c'était la partie du peuple qui représentait la totalité du peuple. Mais cette fois, elles subvertissent complètement ces rituels-là, parce qu'elles vont chercher le roi. Elles ne vont pas lui prêter obéissance, mais elles vont le chercher à Versailles pour le ramener à Paris. Et en fait, se considérer comme citoyenne, c'est aussi le fait de participer à ces marches. En fait, qu'est-ce qu'elles vont faire quand elles vont à Versailles et que justement, on les voit unies, hein, ce sont vraiment, comme vous voyez, là c'est intéressant parce que c'est aussi la représentation de différentes générations de femmes de différents âges. La question de la subversion, la transgression est fondamentale ici, parce qu'elles veulent exiger du roi qu'il vienne à Paris voir quelles sont les conditions d'existence concrètes et matérielles du peuple. Et donc pour elles, cet entremêlement, vous l'aurez compris, du social et du politique, c'est-à-dire elles demandent que le roi agisse, que le pouvoir agisse pour améliorer la situation populaire parce que la disette règne, et puis elles demandent aussi d'obtenir de véritables droits, et elles disent c'est bien la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais mettons-la en pratique véritablement. Donc cette double exigence, elle se retrouve vraiment dans cette journée. Et en fait, on les voit reprendre d'ailleurs l'une des phrases qui est fréquente dans les journaux révolutionnaires de l'époque: les grands ne nous paraissent grands que parce que nous sommes à genoux. Donc l'idée de se lever, de se soulever pour se révolter véritablement et de lutter. Donc, voilà, alors ce qu'elles vont expliquer, parfois évidemment elles ne peuvent pas l'écrire, parce qu'elles ne savent pas forcément écrire, bien sûr, il y a un taux d'analphabétisme qui dépasse les 80% à l'époque. Eh bien, elles vont le dicter parfois. Et donc, certaines de ces femmes vont écrire justement sur ces cahiers de doléances que le droit naturel, la raison, dans la raison, personne n'est censé justement être noble ou être hors du droit commun. Et donc, cette question du droit est fondamentale dans leur mobilisation. Alors, pourtant, sur la question du vote des femmes, les grandes figures révolutionnaires, ils sont en général défavorables. Par exemple, voilà ce que dit Marat en 1789, les femmes et les enfants ne doivent prendre aucune part aux affaires parce qu'ils sont représentés par les chefs de famille. Donc ça, c'est très fréquent, en fait, c'est le point de vue très très général, partagé, y compris par les plus révolutionnaires de chez les révolutionnaires. Si vous voulez, là, quand même, avec Marat,
c'est le cas. On va voir quelques exceptions, mais donc forcément, en tant qu'exception, elles sont très rares. Et donc, ce que Marat défend ici est très banal à l'époque. Déjà, c'est l'idée que la citoyenneté, elle se divise en deux catégories. Du coup, elle est elle-même affaiblie, hein, on pourrait dire énervée, au sens où on lui enlève les nerfs. Elle est affaiblie par cette double conception. C'est-à-dire qu'il y a dans cette idée des citoyens actifs qui vont justement prendre part aux assemblées, aux délibérations, aux décisions et dès lors au droit de vote, et puis des citoyens passifs qui auront des droits reconnus, mais en tout cas certainement pas celui de prendre part à la vie publique. Et quand CIS, par exemple, justement parle du tiers-État, bah, il va considérer, il n'empêche, que ce tiers-État a en effet des droits, mais une partie de ce tiers, finalement, sera citoyen passif. Donc CIS voilà, n'est pas du tout de ce point de vue un démocrate. C'est pas quelqu'un qui va vouloir accorder le droit de vote à tous, et a fortiori à toutes. Donc la conception que défend Marat ici, c'est ce qu'on pourrait appeler le familialisme. Le familialisme, c'est-à-dire qu'au fond, pas besoin pour les femmes de voter puisque leur mari vote. Donc en fait, c'est un vote familial. Donc on voit très bien que ce familialisme, il est absolument contradictoire avec l'idée de l'universalisme qui est pourtant prôné par les révolutionnaires parallèlement. Alors le seul philosophe révolutionnaire, d'ailleurs, aussi bien des Lumières que de la période révolutionnaire, qui va vraiment prôner une égalité entre les femmes et les hommes, c'est Condorcet. Et notamment dans un texte qui a été vraiment beaucoup diffusé à l'été 1790, et Condorcet va recevoir beaucoup de lettres. Donc je vous en ai indiqué le titre ici, sur la mission des femmes au droit de cité. Alors Condorcet, il faut en dire quelques mots, parce qu'en effet, il a été fondamental, et d'ailleurs, des féministes, plus de 100 ans plus tard, leur rendront hommage. Une des grandes marches féministes demandant le droit de vote, le 5 juillet 1914, se dirigera vers la statue de Condorcet à Paris. Donc comme vraiment, vous imaginez, ce sont des femmes qui, à l'occasion d'une des rares marches féministes pour la citoyenneté, vont rendre hommage à un homme. Donc c'est assez particulier, mais c'est dire aussi le rôle de Condorcet, que je vais nuancer grâce à sa femme, dont il était plutôt le mari que sa femme, enfin tout ça est très dialectique. Il faut revenir donc du coup sur le rôle de Condorcet, qui, comme je vous le disais, voilà, avance des arguments, y compris très ironiques, très narquois, assez insolents, à l'égard de tous ses camarades, collègues, on va dire, on ne parle pas beaucoup de camarades à cette époque, mais de ses concitoyens révolutionnaires, y compris dirigeants révolutionnaires, qui veulent « Ah non, non, mais les femmes, il n'y a aucune raison qu'elles votent, et puis ça serait vraiment une aberration, mais regardez leur nature, d'ailleurs elles sont indisposées une fois par mois, elles ont donc, voilà, leur menstru, elles ont des grossesses, et puis en fait, si elles commencent à participer à la vie politique, ben, elles vont négliger leur travail, et notamment leur travail de ménagère, leur travail de mère, leur travail d'épouse, etc. Bon, argument qu'on connaîtra très largement par la suite. Et donc Condorcet dit oui, n'importe quoi. Bon, alors à ce moment-là, si on considère cet argument-là sur les supposées indispositions mensuelles et menstruelles, bah, alors quand on a la goutte, quand on a des rhumes et autres maladies plus ou moins saisonnières, bah, alors ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas participer à la vie politique, c'est absurde. Si on dit ah oui mais elles vont négliger leur travail, notamment leur travail d'épouse, bah alors qu'est-ce qu'on pourrait dire, aussi bien des avocats, des médecins que des laboureurs. Voilà, c'est un argument qui ne tient pas. Mais Condorcet, en fait, fondamentalement, il est idéaliste. C'est-à-dire qu'il considère qu'il y a un droit qui doit être respecté pour tous, et que donc les femmes, en tant qu'individus, doivent aussi disposer de ce droit. Il ne considère pas véritablement les conditions sociales, les conditions matérielles de possibilité de mise en œuvre de ces droits. Alors j'y insiste, parce que voilà, il veut d'ailleurs une éducation commune. Bon, Condorcet, il est aussi connu bien sûr pour être un philosophe de l'éducation, et c'est aussi un des rares à avoir prôné une éducation pour les filles et une éducation égale entre les filles et les garçons. En même temps, donc d'un côté il est idéaliste, je vais essayer de préciser cette notion par contraste avec le matérialisme, et puis il est aussi, alors ça ce sont des notions, les nôtres, hein, voilà, qui sont anachroniques pour l'époque, il ne se dit pas, voilà, moi je suis différentialiste, non, mais on va pouvoir le dire différentialiste. Pourquoi différentialiste? Parce que quand même, il dit qu'il est pour le droit de vote des femmes et pour la citoyenneté des femmes, il y a une stricte égalité, mais au nom du fait que les femmes sont comme ci, comme ça.
au nom du fait, est-ce que je l'ai mis là? Oui, je pense, voilà, par exemple, qu'elles ont leur vertu douce et domestique, les rendent à certains égards supérieures aux hommes. Mais vous voyez, c'est ça le différentialisme, c'est l'idée qu'on va dire que les femmes ont telle ou telle caractéristique, telle ou telle qualité, notamment la douceur, la sollicitude, la bienveillance, le fait qu'elles s'occupent bien de leur foyer, de leurs enfants, elles prennent soin des malades, elles prennent soin des personnes âgées, tout ce qu'on appelle aujourd'hui, notamment une notion qu'on a gardée en anglais le plus souvent, le care. Voilà. Donc c'est ça, il est différentialiste. Et en fait, hop, il est marié avec cette jeune femme. Cette jeune femme qui s'appelle Sophie Grouchy. Alors moi, ça m'importe beaucoup de parler d'elle. Elle est beaucoup plus jeune que lui, mais elle est aussi philosophe. Et je pense que c'est pas elle qui est l'épouse de Condorcet. Bon, je provoque un peu, évidemment, je force un peu le trait. Mais c'est plutôt Condorcet qui est l'époux de Sophie Grouchy. Et notamment en la matière, vraiment, après l'avoir lu, Sophie de Grouchy de Condorcet, j'estime que vraiment elle a eu un rôle important. Et là, on peut documenter son influence. C'est une philosophe. Et c'est dommage qu'elle ne soit pas plus connue. Elle a écrit ce magnifique texte qui s'appelle « Les lettres sur la sympathie ». Et elle est vraiment une des grandes féministes de l'époque. Pourtant, que je sache, hein, vous me direz si vous la connaissez. La connaissiez? Non. Personne? Voilà, on connaît Olympe de Gouges, en gros, pour cette période. Mais il y a tant d'autres femmes qui méritent d'être connues. Et en l'occurrence, et pas seulement des femmes qui ont la capacité d'écrire à cette époque, c'est évidemment beaucoup. Et c'est très rare. Mais je reviendrai sur d'autres figures qui n'écrivent pas. Et donc elle, elle est ni différentialiste ni idéaliste, mais elle est vraiment pour la justice, et on peut considérer qu'elle est incroyablement moderne, même si voilà, c'est toujours compliqué d'employer ce genre de formule, mais, ou particulièrement d'avant-garde, pareil, c'est un peu compliqué, mais en fait, elle dit que, en fait, elle est une démocrate vraiment avant la lettre, mais une démocrate d'une démocratie sociale. Elle lutte pour la justice sociale. Alors certes, c'est une noble, hein, comme vous voyez à ses particules, mais elle dit d'une part qu'il faut considérer les conditions matérielles, c'est pour ça qu'elle est matérialiste, les conditions matérielles au prix desquelles il sera possible d'y avoir une véritable égalité. Et donc, on peut proclamer les droits en général, mais ces droits, il faut qu'ils prennent une consistance réelle. Et donc, il faut abolir les inégalités sociales, les inégalités économiques, les inégalités de fortune. Donc, voilà, à la différence de son mari idéaliste, voilà, il y a des individus, ils ont des droits. Non, mais c'est comment les femmes de la paysannerie vont pouvoir véritablement accomplir leurs droits. Et donc pour ça, on ne peut plus vivre dans une société qui soit aussi hiérarchisée, aussi inégalitaire sur le plan social et économique. Et par ailleurs, alors là, les arguments de son mari sur les femmes sont comme ci, comme ça, elles sont douces et tout, elles ont plein de vertus spécifiques et singulières, non, ça, elle ne veut pas en entendre parler. Elle dit, voilà, c'est important qu'on ait des droits, sans considération de nos supposées vertus. C'est une femme extraordinaire aussi, par exemple, sur la question du mariage, de la conjugalité. Elle considère que le mariage, c'est vraiment un contrat d'huissier qui est catastrophique pour les femmes, et donc un contrat notarial qui les arrache à leur autonomie, à leur liberté. Et donc elle critique vraiment beaucoup le mariage au sens de ce contrat matrimonial qui va abaisser les femmes. Donc vous voyez que dans tout ça, bien sûr qu'il faut parler d'Olympe de Gouges, mais il faut aussi insister sur le fait que, d'une part, alors, Olympe de Gouges, elle est de longue date féministe, avant même la Révolution française. Dans ce texte de 1788, elle disait déjà voilà, qu'il y a un sexe trop faible et trop longtemps opprimé. Et puis dans le texte qu'on connaît en général très bien, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, donc, qui a été rédigée et diffusée très très peu d'ailleurs. En septembre 1791, on estime qu'il a été diffusé peut-être à 4 ou 5 exemplaires. Il était très très peu connu à l'époque. Donc on s'imagine qu'Olympe de Gouges, voilà, c'était la personne qui brandissait les droits des femmes à cette époque. C'est vrai, mais elle était peu connue, et c'est pas du tout pour ça, on pourrait y revenir dans la discussion si vous voulez, je vais pas m'y attarder, mais c'est pas du tout pour ça qu'elle a été condamnée à mort, même si le fait d'avoir été féministe avant le mot n'a pas joué en sa faveur. Donc elle parle beaucoup du sexe malheureux. Elle dit, elle s'adresse aux hommes, dis-moi, homme, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe.
Notamment, elle dit, ben voilà, si par exemple, si on fait un peu de naturalisme, si on regarde ce qui se passe dans la nature, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune raison de différencier le genre masculin et le genre féminin. Et donc, elle dit, hein, c'est pas du Léa Salamé avant l'heure, mais elle dit, voilà, moi je veux être une femme forte. Voilà, hein, pour parler de femme puissante, je veux être une femme forte et je revendique aussi cette idée. En même temps, ce qui peut apparaître paradoxal ou relativement paradoxal, c'est que d'un côté, elle veut que les femmes aient des droits, mais d'un autre côté, elle s'accommode assez de cette bicatégorisation dont je vous ai parlé entre citoyens passifs et citoyens actifs. Par exemple, elle est favorable plutôt au suffrage censitaire, c'est-à-dire un suffrage qui est basé sur la fortune. D'accord ? Et c'est aussi pour ça qu'elle va être critiquée par d'autres féministes, je mets des guillemets que vous l'aurez compris, puisque le mot n'existe pas, qu'elle va être critiquée par d'autres féministes révolutionnaires. Et puis par ailleurs, cet essai, cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle le dédie à la reine. On est en juillet 1791, elle le dédie en septembre 1791, elle le dédie à Marie-Antoinette, alors même qu'il y a déjà eu l'épisode de Varennes, l'arrestation de la famille royale, les accusations de trahison à l'égard de la famille royale. Et elle va rester monarchiste jusqu'à assez tard dans l'année 1792, même après que la République a été proclamée. Donc, en fait, elle va être quand même critiquée. Et ça, du point de vue de la question sociale et politique, Olympe de Gouges va être critiquée. Donc, c'est vrai qu'elle a tendance un peu à écraser, c'est pas de sa faute, hein, mais en tout cas dans la mémoire collective, à écraser d'autres figures qui ont été vraiment aussi très importantes sur le plan de l'histoire de la conquête de la citoyenneté, qu'il s'agisse ici de Pauline Léon, de Reine Audu, qui a participé justement, qui a été une des meneuses des marches des 5 et 6 octobre 1789, ou bien sûr de Théroigne de Méricourt. En fait, toutes, elles sont vraiment dans les mouvements. Ce qui n'est pas le cas d'Olympe de Gouges. Elles sont vraiment dans les mouvements sociaux, enfin, qu'on appellerait les mouvements sociaux aujourd'hui. Elles sont dans les cortèges, elles sont dans les marches, elles sont dans les assemblées, dans les sections, elles vont pétitionner, elles vont faire aussi ce qu'on appelle des tintamarres, etc. Voilà. Elles sont dans la rue. Et elles revendiquent, par exemple, aussi le droit de porter les armes. C'est le cas pour Pauline Léon, pour Théroigne de Méricourt, que vous voyez souvent, elle est représentée armée, ou encore pour Claire Lacombe. Alors oui, je vais reparler de Pierre Guyomard maintenant. Et Pierre Guyomard, justement, il va les écouter, ces femmes. Il va écouter ces femmes, et c'est le seul homme élu dans les assemblées révolutionnaires, en l'occurrence député de la Convention, le seul à se battre pour le droit de vote des femmes. Et donc voilà ce qu'il dit, donc ça reprend aussi l'idée de Condorcet, sauf que là il le défend à la Convention, ce qui n'a pas été fait par Condorcet finalement, hein, par pragmatisme. Donc lui, voilà, il est complètement isolé, Guyomard, et il dit que l'immortelle déclaration, donc la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a aussi une mortelle exclusion, qui est l'exclusion des femmes, qui ne s'explique pas. Donc c'est aussi un très grand texte, très, très fin, très argumenté, pour dire mais c'est absurde, cette exclusion des femmes. Et l'une de ces figures formidables qui porte ce combat-là, c'est Claire Lacombe. Alors là aussi, beaucoup moins connue qu'Olympe de Gouges. J'ai pu avoir accès à ses archives, à sa correspondance notamment, qui est aux archives nationales. C'est très fort parce qu'elle, vous voyez, elle est en prison, elle fait beaucoup de prison pour ses différents combats révolutionnaires, et elle signe, voilà, votre concitoyenne Lacombe, femme libre. Et dans toutes ses lettres, elle signe comme ça, femme libre, même quand elle est emprisonnée pendant des mois et des mois, en raison de ses convictions. Et pour elle, la citoyenneté, c'est le droit de voter, mais c'est aussi le droit de porter des armes, parce que c'est à ce prix qu'on organise son autodéfense, et aussi la défense de la révolution. Donc voilà, le droit de porter des armes, ça fait partie de la citoyenneté. Et donc, en fait, ces femmes, on va les retrouver aussi dans d'autres luttes révolutionnaires et des luttes républicaines. On parlait tout à l'heure de l'esclave affranchi Solitude à la Guadeloupe. On pourrait mentionner bien des femmes qui ont combattu aussi lors de la Révolution haïtienne. Donc, c'est le cas, par exemple, de Claire Heureuse, qui est souvent associée à son mari, qui était Jean-Jacques Dessalines, l'un des grands pères fondateurs de la nation
haïtienne lorsque la République a été proclamée, la première République noire de l'histoire, à la suite de Toussaint Louverture, mais Claire Heureuse a joué un rôle aussi très important dans cette révolution républicaine, et c'est le cas aussi de Sanité Belair, qui, comme vous le voyez dans cette représentation, on n'a pas de portrait contemporain de son existence, mais elle était sergente, elle était lieutenante dans cette armée d'esclaves et d'esclaves affranchis haïtiens et haïtiennes pour conquérir véritablement les droits à la liberté. Et ici, vous voyez des représentations de solitude qui, de la même manière, comme je vous le disais tout à l'heure, a combattu contre l'esclavage. Donc ça, c'est le premier moment, hein, le moment de la révolution, d'une révolution transatlantique, révolution aussi bien dite française que révolution haïtienne. Et vous aurez compris, j'étais un peu longue sur ces aspects parce que il s'agissait aussi de poser des bases un peu presque conceptuelles, on va dire, sur leur combat et comment elles conçoivent la citoyenneté. Alors tout au long du XIXe siècle, ce combat va être mené, y compris par des figures, parfois, je ne vais pas les nommer, les appeler anonymes, parce que c'est absurde, anonymes, elles ont toutes des noms, et il s'agit de les retrouver justement au gré des sources, mais elles ont participé à ces combats, et notamment des combats révolutionnaires sur les barricades, hein. On les retrouve vraiment sur les barricades des révolutions, celle de 1830 notamment, où elles commencent à poser justement l'idée que la démocratie véritable passe par non seulement le droit de vote, mais par la justice sociale. Alors, il faut parler à cet égard de quelques-unes de ces femmes qui sont notamment des Saint-Simoniennes. Alors, les Saint-Simoniennes qui sont des socialistes, hein, à l'époque, après Marx parlera du socialisme utopique, et on va laisser de côté cette caractérisation de Marx pour s'intéresser plutôt à leur projet à elles. Socialistes. Bon, elles sont socialistes parce qu'elles veulent une société débarrassée de ce qu'elle commence à appeler le joug du capital, la loi du capital, du profit, de la plus-value exercée surtout, de la transformation du monde en marchandises. Donc c'est le cas de Suzanne Voilquin. Beaucoup d'entre elles sont des ouvrières, qui sont des autodidactes, et qui vont exercer d'ailleurs différents métiers. Elle a été couturière, mais ensuite elle s'est formée pour être infirmière et sage-femme. Et Suzanne Voilquin, elle lance différents journaux comme la Tribune des femmes. Donc, en fait, elle revendique justement une véritable égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est là qu'on va retrouver un combat qui est un trait commun tout au long du XIXe siècle, c'est l'idée que les femmes sont un peu les prolétaires des prolétaires, pour reprendre une formule que souvent elles partagent. Et donc, il faut mêler les luttes des femmes et les luttes ouvrières, les luttes pour l'émancipation populaire. Et donc c'est en cela qu'elles se revendiquent aussi du socialisme. Ce qui est important aussi dans le cas des Saint-Simoniennes, comme Suzanne Voilquin, c'est qu'elles vont vraiment se former à l'écriture. D'abord, elles apprennent à lire en autodidacte, comme je le disais, et puis elles considèrent que les récits de vie, c'est très courageux, hein, parce que c'est souvent à se considérer comme vraiment très subversif, très transgressif, d'écrire sa vie à cette époque, comme femme, et c'est très utile pour c'est pas par narcissisme qu'elles le font, mais pour véritablement mettre au jour les conditions sociales, culturelles des femmes, et donc de mieux combattre pour l'émancipation. Et d'ailleurs, Suzanne Voilquin va publier avec son journal, va aussi publier des essais, des écrits autobiographiques, notamment d'une autre Saint-Simonienne, Claire Desmarres, qui est morte de manière très précoce. Elle s'est suicidée en 1833, non sans avoir, et c'est justement la raison de son suicide, parce qu'elle se disait que, en fait, elle encourait beaucoup trop d'opprobre social, au vu de ce qu'elle disait, de ce qu'elle expliquait dans ses textes, des récits de vie, où elle condamne justement le mariage en tant que c'est un contrat qui favorise toujours l'homme, qui est un contrat aussi d'oppression sexuelle. Donc la question de la liberté sexuelle des femmes, elle est aussi très très importante. Donc pour elle, la citoyenneté, le droit de vote, c'est fondamental. Ces Saint-Simoniennes vont beaucoup se mobiliser pour le droit de vote, mais ça doit être mêlé à des revendications bien plus vastes, qui sont à la fois prolétariennes et très féministes sur le plan notamment de la libre disposition de leur corps par les femmes.
Donc on a toujours l'impression que finalement c'est un sujet des années 68-70, la question de disposer librement de son corps, mais on voit qu'en fait toutes ces femmes, elles posaient véritablement ces questions-là. Et donc en fait c'est aussi le début de la constitution d'un mouvement ouvrier, notamment à Lyon par exemple, hein, vous connaissez sans doute les canuts de Lyon, qui ont été très mobilisés dans de véritables insurrections ouvrières en 1831 et en 1834. Et donc qui aussi lance le premier journal véritablement ouvrier, le premier journal prolétarien, écrit par des ouvriers, mais qui laisse la place aussi, qui laisse une rubrique aux femmes. Donc à chaque fois, voilà, bon là, alors c'est une photo postérieure d'Eugénie Niboyer, mais qui écrit dans l'écho de la fabrique. Donc pour vous montrer, Eugénie Niboyer, ça va être une de ces figures hein, du féminisme du 19e siècle, qui va justement être une grande revendicatrice du droit de vote des femmes, mais qui écrit aussi dans l'écho de la fabrique, parce que, encore une fois, son combat est un combat à la fois féministe et ouvrier. Donc c'est intéressant que ces hommes, parce que la plupart, l'écrasante majorité de ceux qui écrivent ce journal sont des hommes, estiment qu'il faut une rubrique sur la question des droits des femmes. Et donc ils sont féministes aussi avant la lettre. Et puis il y a des figures extraordinaires comme Flora Tristan. Flora Tristan, qui elle aussi revendique la citoyenneté et pas seulement le droit de vote. Hein. Donc voilà ce qu'elle dit. Hein. On a observé que le degré de civilisation auquel les diverses sociétés humaines sont parvenues a toujours été proportionné au degré d'indépendance dont y ont joui les femmes. Donc, voilà, pour elle, c'est un critère. La question des droits des femmes, la question de la réalité sociale, sociopolitique, socio-économique des femmes, c'est un critère pour déterminer, en fait, la qualité d'une société donnée. Et donc, elle voyage, c'est aussi une autodidacte, hein, elle a aussi été ouvrière, elle a été aussi couturière, elle a connu vraiment des conditions d'exploitation très difficiles, et elle voyage, comme Suzanne Volquin d'ailleurs. Et alors, ce qui est extraordinaire dans le cas de Flora Tristan, c'est qu'elle est doublement pionnière. Alors, déjà, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut constituer la classe ouvrière, et constituer la classe ouvrière, donc en tant que classe sociale, et ça, elle le dit au début des années 1840. Donc, avant Marx, avant le manifeste du Parti communiste de 1848, avant le prolétaire de tous les pays, unissez-vous, avant l'internationalisme prolétarien. Ce qu'elle veut, c'est justement une dimension de solidarité internationale et féministe. Elle constitue en quelque sorte la sécurité sociale avant la lettre. C'est assez fantastique, assez fascinant, hein, la constitution d'une sorte de sécurité sociale avant la lettre, parce que ce qu'elle défend, c'est ce qu'elle nomme ici l'union ouvrière. Donc là, en fait, elle publie tous les comptes. Elle veut montrer que, en fait, elle ne s'enrichit pas d'un demi-centime, mais elle récolte énormément d'argent sous la forme de cotisation. En fait, l'idée, c'est de... Voilà, c'est un peu la sécurité sociale, le principe. Et on est dans les années 1830, début 1840. Collecter les cotisations sociales pour ne pas dépendre ni de la charité ou de la philanthropie, ni de l'État, mais être vraiment dans une perspective d'autonomie populaire pour se préserver justement des accidents, de la vieillesse, du chômage, etc. Et donc elle considère que tout ça ne peut pas intervenir sans les femmes et sans une véritable citoyenneté des femmes. Donc le débat se pose véritablement au moment où est proclamé le suffrage universel. Alors dit universel, puisque en fait c'est complètement paradoxal de l'appeler universel, dans la mesure où la moitié de l'humanité en est exclue, en 1848. Et pourtant les femmes y ont joué un rôle majeur, parce que, bon là évidemment dans ce genre de lithographie, il y a la présence de la femme, mais c'est toujours un petit peu allégorique, c'est toujours un peu sous la forme de la porte-drapeau. Bien sûr, elle est armée, hein, et de fait, on retrouve dans les archives, encore une fois, comme je l'ai dit pour la Révolution française, de nombreuses femmes qui ont été blessées sur les barricades, et certaines sont mortes sur les barricades de 1848. Et elles ont vraiment joué un rôle très important, et en même temps, on les considère toujours plutôt comme des métaphores dans les représentations. Et en fait, certaines, alors elles sont minoritaires, hein, parce que ces femmes dont je vous parle, en fait, en réalité, bien évidemment, elles sont minoritaires, mais certaines vont vraiment s'organiser. Donc, je vous ai parlé d'Eugénie Niboyer déjà, on pourrait parler de Jeanne de Rouen, on pourrait parler de Félicité Gay, qui s'organisent justement avec des journaux. Et des journaux qui vont justement, là aussi, vous aurez compris l'axe structurant de tout ça, c'est des journaux qui sont à la fois
de mobilisation démocratique, ce qu'elles appellent la République sociale et universelle. Elles considèrent que voilà, il ne peut y avoir de véritable république que s'il y a des droits socio-économiques, ça ne peut pas être uniquement des droits civiques. C'est aussi ce que dit George Sand à cette époque. George Sand, qu'on peut considérer comme une féministe avant le mot, là aussi, qui est aussi une républicaine de gauche, vraiment très à gauche à cette époque. Et George Sand dit, en fait, si les premières élections là, qui ont lieu au suffrage universel masculin en avril 1848 portent une majorité qui ne va pas donner ses droits matériels, concrets, sociaux, économiques, alors on aura légitimité à revenir sur les barricades. Mais la différence entre George Sand d'une part et puis ces femmes dont je vous parle, Jeanne de Rouen, Eugénie Boyer, Félicité Gay notamment, c'est que elle ne veut pas, ça ne l'intéresse pas, le droit de vote. George Sand, elle ne parle jamais du droit de vote des femmes, et d'ailleurs elle est sollicitée par certaines pour se présenter par provocation en fait, parce que certaines se présentent aux élections législatives alors que c'est dans l'illégalité. Donc là, on va toujours retrouver la tension entre légitimité et légalité. Elles sont illégales quand elles font ça, quand elles se présentent, mais elles estiment légitimes. George Sand va dire non, mais moi ça m'intéresse pas. Et on va retrouver cette position-là. Certaines peuvent être très féministes, très radicales, mais ne pas revendiquer le droit de vote. Donc on va essayer de résoudre finalement ce qui peut apparaître comme une énigme ou en tout cas un paradoxe. Donc beaucoup de ces femmes vont se mobiliser à ce moment-là pour revendiquer la pleine citoyenneté et pas seulement le suffrage universel masculin. Nul n'a le droit d'être complètement libre et heureux tant qu'il y aura un seul être opprimé et souffrant, disent-elles. Alors vous voyez, en fait c'est intéressant parce qu'elles n'ont pas le mot de sororité. Donc souvent elles parlent de fraternité, mais de fraternité féminine. Donc là c'est l'association fraternelle, elles insistent beaucoup sur cette fraternité des femmes. Voilà, donc là aussi, beaucoup de ces journaux d'ouvriers révolutionnaires et républicains vont y insister quand même, justement, sur ce grand manque, sur ce grand oubli, sur ce grand tabou. Comme ici dans le Tocsin des travailleurs en juin 1848, donc on est au cœur du processus révolutionnaire de la Seconde République. En révolution, le plus fatal des oublis est l'oubli dont nous frappons les femmes. Et ce sourd dédain, conséquence de notre vieille servitude, complique toujours l'abrutissement qui nous tient dans les fers. Intéressant, parce que voilà, ces révolutionnaires, prolétaires, ouvriers, qui luttent dans une perspective de lutte de classe, en fait considèrent que c'est redoubler la servitude que de ne pas comprendre qu'il faut aussi lutter pour les droits des femmes. Donc ça participe à leurs yeux de ce qu'on pourrait nommer aussi l'aliénation, d'incorporer vraiment ces préjugés-là. Donc parmi ces femmes, justement, il y a ici Jenny Déricourt, une autre de ces femmes féministes qui luttent. Je vous donne des noms, je vous montre des visages. Ça me paraît important de restituer un petit peu cette vie bien plus diverse que autour des quelques figures qu'on connaît en général, d'Olympe de Gouges à Louise Michel, pour cette période-là. Et donc, elle est aussi fascinante. Elle aussi, elle est sage-femme. C'est Jenny Déricourt. Malgré son nom, c'est pas du tout une aristocrate, pas du tout. C'est vraiment une femme du peuple. Et voilà, et en fait, c'est intéressant parce que dans nos slogans féministes d'aujourd'hui, et dans les slogans aussi LGBTQIA+, en fait, on dit qu'il faut que la honte change de camp, notamment par rapport aux violences, par rapport à l'oppression, par rapport au féminicide notamment. Et elle dit il faut faire honte au 19e siècle. Et elle vit dans cette période-là, des années 1840-1860, faire honte au 19e siècle pour ce qu'ils ne réalisent pas. Et faire honte au 19e siècle, y compris à l'égard de certains hommes qui sont pourtant de grandes figures de l'histoire républicaine, voire de l'histoire de l'anarchisme, par exemple, comme c'est le cas justement de Proudhon, en fait, Jenny Déricourt va vraiment critiquer avec énormément d'humour, énormément de subtilité et de malice. Chose que Proudhon, qui est considéré quand même comme le père de l'anarchisme, enfin, on connaît un peu quand même, je pense, sa misogynie, on connaît moins notamment son racisme, c'est un autre sujet, même si, à mon avis, il est largement mêlé.
Et donc en fait il est tellement piqué au vif par les critiques acerbes, mais en même temps extrêmement intelligentes et subtiles de Jenny Dericourt, qui va écrire cet essai La pornocratie, où il dit que ces femmes-là, ces femmes qui luttent pour leurs droits, etc., bon, au minimum elles sont excentriques, elles sont ridicules, elles ridiculisent leur sexe, elles sont... Qu'est-ce qu'elles sont? Elles sont... Ah oui, elles ont une bile, pardon, je vois pas très bien, mais elles sont, voilà, c'est de la bile, tout ça, c'est du détraquement, oui, qu'est-ce qu'il dit encore? Oui, de l'ulcération du cerveau, bref, et quand elles font tout ça, elles sont laides, et puis finalement, ce sont des poules qui chantent le coq, c'est-à-dire, voilà, c'est en fait, voilà, on retrouve beaucoup l'hystérisation, la pathologisation, et puis l'animalisation, enfin, tout ça pour dépolitiser en fait une cause pourtant fondamentale, donc il n'a pas trop aimé. Et alors ce qui est complètement fou dans ce cas, enfin fou, je vais pas dire fou parce que on soit déjà presque validiste que de dire ça, mais en tout cas ce qui est terriblement fascinant dans le cas de Proudhon, c'est que tout anarchiste qu'il soit, hein, parce que voilà, on se rappelle, c'est le père de l'anarchiste comme je l'ai dit, eh bien il va revendiquer que le code civil de Napoléon, que je vais évoquer dans quelques instants, soit encore renforcé. Le code civil, c'est une catastrophe pour les femmes, notamment les femmes mariées. Elles doivent obéissance à leur mari, elles en dépendent complètement, elles sont comme des objets dont le mari peut disposer. Mais pour Proudhon, c'est encore insuffisant, parce qu'elles n'ont presque aucun droit, les femmes, en l'occurrence les femmes mariées surtout, presque aucun droit, mais elles ont encore le droit d'écrire, elles ont encore le droit de publier des textes, comme c'est le cas de Jenny Dericourt. Et donc, il faudrait pouvoir légiférer aussi sur ce point, parce que ces femmes qui font ça, bah, elles portent atteinte en fait à l'ordre familial et à l'ordre conjugal, et notamment elles portent atteinte aux hommes et à leurs maris. Et ça, c'est Proudhon. Voilà. Alors, quelques mots sur la Commune de Paris, pour réfléchir à la question de la citoyenneté. Parce que la Commune de Paris, vous voyez ici une allégorie de Paris qui tend la main à Lyon, tandis que Marseille arrive au fond. Les femmes y ont été très très présentes, très partie prenante. On voit ici une marche des femmes en avril 1871. Donc lors de ce mouvement révolutionnaire, les femmes ont été extrêmement importantes. Je vous en ai représenté quelques-unes. Voilà, dans leur diversité, ce sont souvent des femmes du peuple, hein, des femmes populaires dont on retrouve malheureusement et dramatiquement les sources via tout ça, ce sont des sources qui viennent des conseils de guerre devant lesquels elles seront jugées après la semaine sanglante entre le 21 et le 28 mai 1871. Elles se revendiquent, elles disent, voilà comme ici, Pélagie d'Aubin qui est une lingère, je suis communeuse, moi. Elles ne s'appellent pas les communardes, parce que c'est un détail sémantique, mais en fait, communard, c'est à l'époque plutôt une insulte. Donc, je suis communeuse. Et qu'est-ce que c'est qu'être communeuse? C'est vraiment le fait d'être citoyenne par l'auto-organisation. Par une auto-organisation de femmes, de travailleuses notamment, indépendantes, autonomes. Donc, elles organisent, par exemple, la question du travail des femmes. Elles vont s'organiser en chambres syndicales, en coopératives de production, d'alimentation, en coopérative de consommation. Elles vont vraiment développer, ce qui était aussi un peu courant à cette époque, des associations. Et donc elles revendiquent l'émancipation complète. Elles se réunissent dans des clubs, enfin des clubs, alors c'est pas les clubs med ni les clubs de boîte de nuit, hein. Les clubs c'est vraiment des sociétés politiques, de réunions politiques. Et alors voilà, notamment avec une union des femmes. Et j'aime bien cette petite coquille du comité central qui est devenu féminin, sans doute par une petite erreur d'orthographe, mais quand même, c'est un joli lapsus. Donc en fait, comment elles font? Ben voilà, donc là c'est ce qu'on retrouve par exemple. SHD, c'est le service historique de la défense à Vincennes, et donc on les retrouve, voilà, ben tiens, qui est culottière, qui est frangeuse de châle, qui est doreuse, etc. On va s'organiser en chambre syndicale, et on va faire en sorte que les productrices reçoivent l'intégralité de leur travail, sans intermédiaire et sans patron. Donc fondamentalement, même si je suis un petit peu longue, hein, je m'en rends compte d'ailleurs, mais voilà, on va avancer. Mais voilà, le terme n'est pas utilisé, mais elle parle beaucoup du capital. On pourrait dire qu'elles sont anticapitalistes avant la lettre. Donc parmi ces grandes figures de femmes qui s'organisent à cette époque, il y a ces révolutionnaires-là, Elisabeth Dimitrieff et Nathalie Lemel. Donc Nathalie Lemel qu'on retrouve ici, et on les voit, ces femmes, sur les barricades notamment,
On les voit aussi portant l'uniforme de la garde nationale, et parfois c'est comme ça aussi qu'elles sont arrêtées. Donc on pourrait dire avec nos mots d'aujourd'hui qu'elles bravent, hein, qu'elles subvertissent complètement les codes de genre, y compris quand elles prennent les armes et qu'elles combattent sur les barricades. Voilà, et donc après on retrouve plein de sources qui, comme je vous le disais, et c'est souvent le propre du travail de l'historienne, de l'historien, c'est de devoir utiliser des archives de leur propre répression pour pouvoir mettre des noms et des espoirs aussi sur leur combat. Donc voilà, une de ces femmes que je vous ai montré tout à l'heure, Léontine Suétens, on la retrouve aussi sous la forme de la condamnation à mort lors des conseils de guerre. Voilà, alors, c'est vrai que souvent on retient, pour la Commune de Paris et ses suites, Louise Michel. Mais sur le sujet qui nous intéresse particulièrement, c'est-à-dire le droit de vote, mais associé à la question de la citoyenneté, Louise Michel, en fait, il faut souligner qu'elle n'a pas combattu pour le droit de vote des femmes. C'était pas son combat primordial. Donc elle voulait que la commune revienne, elle parlait beaucoup du spectre de mai, donc le spectre de mai 1871, et elle dit au fond, le droit de vote c'est pas important pour l'instant. Pourquoi? Parce que elle dit, vous voyez, oui on parle de république, hein, le beau nom de Respublica, nous l'avons adoré autrefois, mais ce n'était pas la vraie qui devait venir, c'était un spectre avec le nom magnifique rayonnant sur un cadavre. C'est-à-dire que la république, il faut faire attention à ce que ça ne soit pas juste un mot. Pourtant, c'est un très beau mot, magnifique, qu'on adore, République, dit-elle, mais si elle n'est pas associée vraiment à l'idée de justice, de bien commun, de droit véritable, alors c'est un cadavre. Et elle ne va cesser de décliner cette idée. Par exemple, elle dit, alors là c'est intéressant pour aujourd'hui je trouve, « Notre République a des rois par milliers. Vous avez beau appeler cela de tous les noms possibles, ils sont les mêmes, ce sont donc des empires autrement habillés. » Voilà, et donc les présidents de la République, par exemple, elle les honnie, on va dire, et elle dit aussi de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, il faut maintenant la réalité de ces mots partout inscrits et qui nulle part ne sont en pratique. Donc c'est aussi la raison pour laquelle elle, d'une part, elle ne va pas forcément se dire féministe quand le mot va apparaître quelques années plus tard, en 1882, parce que pour elle, c'est plutôt associée à des formes qu'elle considère un peu comme bourgeoises, on va y revenir, et de surcroît, elle dit, voilà, moi ce qui m'intéresse c'est de renverser ce vieux monde, de renverser, y compris cette fausse république, la troisième du nom, qui a été aussi à l'origine de la répression de la commune, et qui n'établit pas véritablement l'égalité à laquelle elle aspire. Bon, voilà, en gros. Donc voilà, c'est intéressant parce qu'on la retrouve évidemment beaucoup comme figure. C'était juste un petit clin d'œil, moins de Jean-Michel, plus de Louise Michel, lors des dernières mobilisations dont c'était contre la réforme des retraites. Voilà, et donc elles sont nombreuses, et je pense qu'on peut citer André Léo à ce moment-là, qui a beaucoup participé à la Commune de Paris, mais pour le coup, en exigeant le droit des femmes. Donc voilà ce qu'elle dit, croit-on pouvoir faire la révolution sans les femmes? Voilà 80 ans qu'on essaie et qu'on n'en vient pas à bout. Donc André Léo voilà, va être de celles qui... C'est intéressant parce que pendant la Commune, encore une fois, elles sont très rares à demander le droit de vote des femmes, parce que pour elles, la citoyenneté, ça va bien au-delà. C'est pas de mettre un bout de papier dans une urne. D'ailleurs, elle va vraiment souligner la question de l'importance de la justice, de la République, du droit de se révolter, du droit de se rebeller, de s'insurger. Et c'est aussi pour ça qu'elle va être emprisonnée à la prison de Sainte-Pélagie. Et ça m'a beaucoup frappé aussi, ça c'est les archives de la préfecture de police de Paris. Donc c'est un dossier qui lui est consacré. Et quand on réfléchit à la manière de nommer, voilà, elle est appelée. Pourtant, ils ont bien compris que, enfin, ils savent très bien les services de sûreté générale que c'est André Léo. Il est très connu comme femme, comme écrivaine, comme journaliste, comme essayiste. Mais il l'appelle Madame André Léo, homme de lettres. Voilà, homme de lettres. Comme si, voilà, nécessairement, il fallait la dégenrer, comme on pourrait dire aujourd'hui. Bon. Ça va toujours? Bon, c'est long, ça va? Oui. Tu nous dirais combien? 5 10 Ok, allons-y. Open course. Alors, bon, on va dire que c'était très important de parler de cette histoire-là parce qu'elle est un peu moins connue que l'histoire que j'aborde dans un deuxième volet, non, troisième.
sur les féministes qui vont vraiment, quant à elles, revendiquer le droit de vote des femmes, en particulier celle qui forge cette notion de féministe, Hubertine Auclair, en 1882, qui, elle, va dire, voilà, en fait, le droit de vote, c'est un moyen, c'est pas une fin, mais ce moyen, il est fondamental pour avoir d'autres droits, pour obtenir d'autres droits. Et donc, elle, notamment, par exemple, elle va briser une urne lors d'une élection municipale, elle va essayer d'utiliser toutes sortes de stratégies, brûler des codes civils, justement le fameux code napoléonien, parce qu'il est extrêmement oppressif pour les femmes, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc elle parle des embastillés du code bonapartiste, qui sont nécessairement des exclus. Donc en fait, elles combattent, ces féministes, frontalement le code civil, le code napoléonien. Et elle, une autre tactique, Hubertine Auclair, qu'elle va utiliser, c'est la grève des impôts. Donc là, vous voyez, en fait, elle reçoit plein de courriers, à la fois des huissiers, des percepteurs, du Conseil d'État, parce qu'elle essaie de mener des démarches pour dire écoutez, vous ne me donnez pas le droit de vote, moi je vous retire le droit de me prélever des impôts. Donc elle dit voilà, ma part de charge, ma part de droit. Je paye des impôts seulement si j'ai le droit d'être citoyenne. Donc elle dit, moi qui ne jouis pas de mes droits pour voter l'impôt, je jouirai de mes droits pour le payer? Certainement pas. Donc elle organise aussi une grève des impôts. C'est difficile évidemment, comme vous l'imaginez, parce qu'il y a des poursuites, mais elle arrive à entraîner un certain nombre de ces sœurs de lutte, comme elle les appelle. Et puis elles vont commencer à la fin du 19e et au début du 20e siècle à s'organiser dans des rassemblements. Et donc ça, ah oui, j'ai ces cartels détaillés parce que ça vient de l'exposition. Voilà, où on voit des rapports, des renseignements généraux qui montrent ces femmes qui se rassemblent pour demander le vote des femmes. Et ça, c'est la marche dont je vous... Ah oui, c'est un peu... Voilà, pardon. Mais c'est la fameuse marche dont je vous parlais tout à l'heure en évoquant Condorcet, la marche du 5 juillet 1914, puisque c'est une des rares marches féministes d'avant la guerre qui revendique la citoyenneté des femmes, le droit de vote des femmes. Et elles sont 6 à 7 000 dans les rues, elles vont à la statue de Condorcet, elles sont menées notamment par l'écrivaine Séverine. Et en fait, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on trouve en Angleterre à ce moment-là, ou aux États-Unis, avec les suffragettes, bien évidemment. Donc on peut s'interroger, on va essayer de le faire. Par exemple, Emmeline Pankhurst ou sa fille Sylvia Pankhurst, que vous voyez ici, et qui font des grèves de la faim, qui sont torturées en prison, qui sont forcées, comme gavées à l'instar d'oie. Donc elle dit, je lutte encore, j'ai 4, 5, 6 surveillantes et 2 docteurs, je suis nourrie par un tube stomacal 2 fois par jour, il force ma bouche avec un instrument de métal, je résiste tout le temps, mes lèvres saignent toujours, j'ai peur qu'ils disent que nous ne résistons pas, pourtant mes épaules sont toutes meurtries pendant qu'ils tiennent le tube dans ma bouche. Donc ces féministes suffragettes, britanniques, états-uniennes, elles ne vont pas hésiter à avoir recours d'une part à d'immenses parades, d'immenses cortèges, mais aussi à des destructions de bâtiments publics, des sabotages, etc. Et l'une d'elles d'ailleurs, que vous voyez ici, Emily Davison, va même sacrifier sa vie. En fait, elle va se précipiter symboliquement sous les sabots du cheval royal lors d'un derby, et elle va agoniser et mourir 2 jours plus tard. Et donc il y a un énorme cortège suffragiste qui accompagne sa dépouille à Londres. Et aux États-Unis, c'est pareil, on a vraiment de gigantesques cortèges, donc rien à voir avec la marche du 5 juillet 1914 côté français. Voilà, des foules considérables. Des formes de chorégraphie, etc. C'est là d'ailleurs qu'apparaît le code couleur féministe, le violet, le vert et le blanc, qu'elles utilisent beaucoup. C'est lié à leur mot d'ordre, Give Women Vote, donc Give pour green, le vert, Women white, le blanc, et Vote, le violet, voilà, qui va rester la couleur principale du féminisme. Et en fait, je pense qu'on peut expliquer... cette prévalence, là on est devant des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes dans ces cortèges, jusqu'à 500 000 personnes par exemple en 1908 à Hyde Park, par le fait qu'elles sont vraiment soutenues par le mouvement ouvrier, par exemple en Grande-Bretagne le mouvement travailliste, les syndicats,
ce qui n'est pas le cas en France, où il y a toujours, c'est aussi peut-être la différence entre pays protestants et pays catholiques. En fait, en France, à gauche, dans le mouvement ouvrier, on se méfie beaucoup du vote des femmes. On imagine que si les femmes pouvaient voter, elles voteraient forcément comme le curé le demanderait. C'est en fait un argument très largement fallacieux. Bon, je vais vous passer ça. Terminer en fait sur les grandes luttes de l'après-guerre qui vont permettre de mener au droit de vote des femmes. En fait, elles vont considérer, mais elles restent très minoritaires dans ces actions, elles vont considérer qu'il faut passer un peu à la vitesse supérieure, donc elles vont organiser toutes sortes de parades, justement elles aussi, elles vont utiliser des voitures, des autocars, c'est une véritable croisade féministe organisée par Marc Bray, donc elles partent comme ça à travers la France, et puis avec, voilà, la femme doit voter, et elles vont aller partout dans le pays pour rencontrer des femmes et les convaincre de la nécessité du droit de vote. Voilà, donc vous les voyez ici, elles rencontrent des ravaudeuses de filets de pêche, voilà, elles sont aussi très sensibles aux luttes des femmes de cette époque. Elle représente ici Napoléon en vieillard, Kakoshim, voilà, sur le vieux code Napoléon, et donc elle l'affiche un peu partout, dans les rues, sur les routes, les chemins de campagne, etc. Et puis, voilà, à l'instar de Louise Weiss, elles vont vraiment mener leur campagne, elles vont essayer de trouver des formes extrêmement subversives, drôles, ludiques, pleines d'humour et de créativité pour ce vote des femmes. Par exemple, vous voyez ici une sorte de char, une sorte de char d'assaut, mais évidemment transformé en modalité voilà, féministe pour le droit de vote. Et elle s'associe aussi aux luttes des femmes ouvrières, comme les sardinières par exemple de Douarnenez, évidemment les fameuses pennes sardines, parce qu'elles en sont exactement contemporaines, elles soutiennent leur lutte, et en fait elles se disent aussi que ce que font ces femmes, là vous voyez le comité de grève des pennes sardines, et le comité de grève, qui dit comité de grève, dit vote, en fait, délégation, mandat accordé à certaines de ces femmes pour revendiquer justement sur les salaires. Je vous passe là-dessus. Je passe aussi sur Martha Bon, je veux quand même, voilà, pour conclure là, sur... J'ai dit plusieurs fois qu'il s'agissait de conclure, n'est-ce pas? C'est un petit artifice rhétorique, vous aurez compris assez facilement. Donc, pour aller vers la fin de cette intervention, pour qu'on puisse discuter, s'il y a eu vraiment une accélération et finalement l'obtention du droit de vote des femmes en France à l'issue de la guerre, c'est aussi que les femmes ont joué un rôle décisif dans les années qui ont précédé, dans les années de Front populaire où elles ont été très présentes, mais aussi pendant la guerre, le rôle des femmes pendant la guerre, et on essaie de lui accorder une certaine importance aussi dans l'exposition. Par exemple, on a cette pièce que je trouve vraiment magnifique pour le symbole, pas évidemment sur le plan artistique ou esthétique, mais ce sont des femmes de mineurs qui sont elles-mêmes des ouvrières du textile, des filatures du Pas-de-Calais. Et donc ça nous a été prêté par un musée du Pas-de-Calais près de Montigny-en-Gohelle qui s'appelle Armes, le musée de Armes. Et en fait, ce sont des femmes qui participent à ces grèves et qui font face justement aux troupes occupantes de l'Allemagne nazie. Et certaines vont être arrêtées, certaines vont être déportées, à l'instar de Emilienne Mopti, que vous voyez ici avec des photographies d'identité, parce qu'elle est recherchée par la Feldkommando, donc ça c'est les archives départementales du Nord, et elle va finalement être arrêtée par la Gestapo et exécutée dans les pires conditions qui soient, puisqu'elle va être décapitée à la hache le 18 juin 1943. Et donc ces femmes si présentes dans la résistance, y compris sur les barricades, ça nous permet aussi de boucler la boucle, sur les barricades des libérations de différentes villes, notamment ici la libération de Marseille, avec des femmes qui ont été membres des réseaux, membres des maquis, membres ici des FTP, des francs-tireurs partisans MOI, main-d'œuvre ouvrier immigré, à l'instar de Julia Pirotte qui prend cette photographie à Marseille. Tout ça va conduire justement à l'obtention du droit de vote. Et voilà. Voilà. J'étais un petit peu longue parce que je voulais vraiment essayer d'incarner tout ça, cette histoire qui est elle-même longue, donc forcément il y a plein de choses que je n'ai pas pu vous dire, mais dont on va pouvoir peut-être discuter, et puis peut-être aussi y réfléchir au présent,
dans l'actualité de nos mobilisations contemporaines. On a le temps de discuter. Oui. Merci beaucoup, Ludivine, c'était très intéressant. Je vous propose maintenant d'entendre Élise Pereira-Nunes, adjointe au maire à l'égalité des genres. Elle va parler d'aujourd'hui, l'importance de garder l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ensuite, après les interventions, on pourra discuter de tout ce que vous avez pu entendre ce soir. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de cette invitation, je suis vraiment très touchée. Et surtout, bravo pour cette conférence vraiment très éclairante. Et bon, pour ma part, je suis aussi universitaire, donc je sais ce que c'est que parfois de déborder quand on est trop passionné et qu'on a trop d'informations à transmettre. Donc je pense qu'on aura encore pu rester écouter pendant un certain temps voilà, tous ces témoignages, toute cette façon de mettre en fait l'histoire au goût du jour, parce que toutes les femmes dont vous parlez, il y en a plein qu'on ne connaissait pas forcément. Donc j'espère que déjà vous allez repartir en les connaissant mieux. Et pour faire un bond justement jusqu'à aujourd'hui, nous, notre démarche de cette municipalité, c'est de faire connaître le plus possible des femmes qui ont justement contribué à écrire l'histoire. Alors moi, je suis prof d'anglais en plus à côté, et je trouve que le terme « her story » en anglais est vraiment super, parce que l'histoire, c'est « his history ». Et « her story », c'est justement une façon que les féministes ont de se réapproprier cette écriture de notre histoire avec un grand H. Je vais essayer de ne pas être trop longue, moi non plus, mais il faut savoir que donc, la ville de Tours a une démarche importante de féminisation de l'espace public. Donc ça rentre dans notre plan d'action municipal pour ce mandat-ci, qui n'existait pas avant. Et donc il y a plein d'axes différents, hein, lutte contre les violences, lutte contre les discriminations, être un employeur exemplaire, puisque la ville est aussi un employeur. Mais surtout, on a aussi tout un axe sur la lutte contre les stéréotypes de genre et contre l'invisibilisation des femmes dans l'espace public. Donc évidemment, cette démarche, elle va être une démarche inclusive, c'est-à-dire que l'espace public, on se rend compte qu'il est quand même souvent fait par les hommes pour les hommes. Et vraiment, notre intérêt, ça va être de redonner de leur place dans cet espace, donc aux femmes, mais aussi aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, aux personnes voilà, dans toute leur diversité. Et pour cela, il faut aussi les voir. Et pour les voir, il faut que tout soit mis en place pour qu'elles puissent être visibles. Donc, un des moyens de rendre visible, c'est de déconstruire parfois pour mieux reconstruire. Quand on parle de déconstruire, alors nous, on n'est pas parti dans une démarche de débaptême des noms de rue. Pour l'instant, on se concentre sur le baptême, sur la nomination de nouveaux espaces. Je vais reprendre la petite chronologie un petit peu de notre initiative. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'associations féministes qui travaillent sur le sujet, notamment lors des journées du matrimoine, cette volonté de mettre en avant les femmes qui ont fait l'histoire. En Touraine, Oser Féminisme avait lancé l'initiative des illustres inconnus de Touraine. Donc souvent, pendant les journées du matrimoine, on voyait des collages au-dessus des noms de rue avec des noms de femmes illustres à mettre en avant, à faire connaître ou à mieux faire connaître. Et tout ça, ça s'inscrit dans des luttes de plein de mouvements féministes contemporains. Donc, étant moi-même à l'origine universitaire qui ai travaillé sur les questions de genre et de civilisation américaine dans la contre-culture, dans les questions de genre, même en master d'ailleurs, ici, à l'époque où on pouvait s'asseoir sans faire tomber son ordinateur, concrètement, il y a un besoin à la fois associatif d'être subventionné, d'exister, il y a un besoin universitaire de travailler sur ces sujets, et je suis absolument catastrophée de ce qui se passe actuellement aux États-Unis sur l'invisibilisation de tous les travaux en lien avec le féminisme, la lutte des classes et autres. Bon, bref, je ne vais pas commencer à rentrer sur le sujet, mais c'est très grave. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est hyper subversif dans un contexte comme celui des États-Unis, donc il faut continuer. Et comment dire, il y a aussi la dimension politique. Et donc moi, en tant qu'universitaire qui ai fini par mettre plus dans le militantisme local parce que j'avais besoin de sortir de mes bouquins pour aller sur le terrain, quand j'ai pu avoir l'opportunité de porter ça d'un point de vue politique, je me suis dit pourquoi pas, on va essayer de voir ce qu'on peut faire autrement. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, j'ai réussi à me retrouver sur une liste qui a été élue
et à porter ces sujets, et à faire de l'égalité une politique publique transversale, donc qui infuse un peu partout. Donc ça infuse notamment en matière d'urbanisme. L'urbanisme, ça veut dire qu'on va essayer de penser la ville un peu différemment. Alors parfois on va mettre des bancs pour que les gens puissent avoir du répit, s'installer, notamment les personnes âgées pour qu'elles puissent se saisir de l'espace extérieur. Ça va être quand on pense les cours d'école, on va essayer de les végétaliser, mais aussi de les repenser pour que les enfants, les garçons et les filles exploitent l'espace des cours différemment. Et puis ça va être tout simplement les noms de rues. Vous avez tous une adresse postale, vous avez tous un nom de rue. Tout le monde s'est toujours demandé, je pense, qui était cette personne quand c'est pas un animal ou un autre lieu. Et on a aussi un travail de lutte contre les stéréotypes de genre. Et effectivement, quand on a observé quel était le pourcentage de rues qui avaient un nom de femme à Tours, c'était 4%. Pour 51% de l'humanité, je trouve que c'est pas beaucoup. Donc, on a regardé comment on pouvait faire ça, et ce qu'on a surtout voulu faire, c'était inclure les citoyens. Donc on a créé une plateforme participative qui s'appelle La rue est aussi à nous, et sur laquelle on proposait aux citoyennes et aux citoyens de déposer des noms de femmes qu'ils ou elles voulaient voir être portées dans nos rues. Et on voulait des femmes locales, pour mettre en valeur les femmes locales, parce que souvent ce sont de vrais illustres inconnus. Des femmes nationales et aussi des femmes internationales. Et bien sûr, quand on dit femmes, on est vraiment dans une démarche intersectionnelle. Je pense que tout le monde ici sait ce que ça veut dire. Donc, on a eu beaucoup de noms, plus de 150 noms lors de la première consultation. Et là, on vient de refaire une deuxième, parce que plein de gens nous disaient « Oui, moi j'ai loupé le coche, j'ai pas pu proposer mon nom », donc on en a refait une. Et le but, c'est d'avoir une réserve pour qu'à chaque fois qu'on doit donner un nom à une rue ou à un espace public, on ait une réserve. Et qu'on aille directement piocher dedans. Plus on le fait, plus le réflexe est pris et plus ça avance. Là, lors de la dernière consultation, on a eu 4000 votes. Donc c'était quand même assez intéressant. Et on a eu on a eu des collèges qui se sont mobilisés, des centres sociaux, des citoyennes et des citoyens. Donc c'était vraiment, vraiment super. Et cette politique publique, elle a quand même plusieurs leviers. Donc la participation citoyenne, le fait de lutter contre l'invisibilisation des femmes dans l'espace public, lutter contre les stéréotypes de genre, parce qu'on part du principe que si on ne sait pas que des femmes ont été hyper importantes dans le domaine des sciences, très présentes dans les lettres, dans le sport, dans les grandes innovations, dans la résistance, si on ne nous l'apprend pas à l'école, si on n'en entend pas parler, on ne se doute pas que les femmes puissent le faire, et soi-même on va peut-être parfois s'empêcher de suivre certaines carrières parce qu'on ne se sent pas représenté ou on ne peut pas s'identifier. Donc c'est aussi mettre en avant des rôles modèles, à la fois pour les filles, les femmes, mais aussi pour les hommes, pour tout le monde, pour qu'on se rende compte qu'on peut, alors je ne vais pas dire on peut tous tout faire, c'est pas non plus les bisounours, mais en tout cas on peut essayer de se projeter en dehors du cadre dans lequel on est souvent un petit peu enfermé. Alors il y a plein de femmes qui ont été évoquées aujourd'hui, qui ont été proposées dans la concertation, comme Flora Tristan, Louise Weiss ou Sanité Belair. Alors, il y en a deux. Solitude, par exemple. Solitude, on a décidé de lui donner un square. Pourquoi on a voulu donner un square? Parce que on cherchait un lieu vraiment pour les commémorations, vous savez, de la lutte contre l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage. Et on ne voulait pas un coin de trottoir. On a dit qu'il faut vraiment un lieu où les gens puissent venir, et à chaque fois qu'on aura envie de se rassembler pour pouvoir parler de ces sujets et les faire connaître, un square, ça s'y prête. Et on est actuellement en train de réfléchir aussi à faire un espace dédié aux femmes ambassadrices de la paix. Parce que dans le monde actuel, il y a tellement de conflits, il y a tellement de femmes qui sont souvent sacrifiées, des martyrs. On ne peut pas donner un espace à chaque nouvelle femme qui se fait assassiner pour une cause, parce qu'en fait, on n'aurait jamais assez d'espace. Donc d'avoir des espaces symboliques où on peut se rassembler ensemble pour en parler et se les rappeler, ça nous paraît important. On a aussi, par exemple, donné une de nos rues qu'on arrive à voir assez importante, parce que notre problème, c'est que le centre-ville est déjà nommé. Il n'y a pas beaucoup de construction dans le centre-ville, donc c'est beaucoup aux abords de la ville. Donc ça nous embête un peu de mettre les femmes en périphérie, mais pour l'instant on nomme, et puis on essaie de trouver des espaces en ville actuellement qui ne sont pas encore nommés ou qui n'avaient pas été imaginés comme pouvant être nommés, parce que les villes sont obligées de nommer parce que c'est une obligation légale. Mais quitte à le faire, autant avoir une intention politique derrière. On va avoir une inauguration, par exemple, lors de la Semaine des Fiertés, qui aura lieu en juin à Tours, d'un square aussi, Monique Wittig.
Ça nous semblait important, parce qu'elle a été proposée à la concertation, beaucoup de gens ont voté pour ce nom. Et puis c'est aussi une figure LGBTIQ+, importante à valoriser. Donc c'est aussi notre démarche, hein, c'est intersectionnel, c'est de montrer qu'il y a beaucoup de femmes mises à l'honneur. On a notamment eu parfois des remarques comme quoi c'était peut-être transphobe notre démarche. Ben non, pas du tout, parce qu'on a eu aussi des personnes qui ont déposé des noms, comme Christine Jorgensen, pour lesquels les gens ont voté. Donc notre volonté, c'est vraiment de représenter au maximum des femmes dans leur diversité, et surtout de voir tous les champs d'action dans lesquels elles ont été très importantes. On a même essayé de regrouper par quartier. Quand on a par exemple un nouveau quartier comme à Maris-d'Astier avec 17 nouvelles rues à nommer, on a essayé de regrouper pour mieux connaître, donc par femmes de sciences ou femmes sportives ou femmes résistantes. On a eu par exemple la première inauguration qui était vraiment très poignante, celle de Helena Fournier, une figure de la résistance locale. Et on a même eu ses descendants qui sont venus participer à cette inauguration de rue pour justement faire ce travail de mémoire. À la fois parler donc d'une femme locale, mais aussi de la déportation. Et ce travail de mémoire, je pense qu'aujourd'hui, on est tous et toutes conscients qu'il est essentiel parce qu'on a tendance à oublier, et oublier, c'est extrêmement grave, surtout à l'heure actuelle. Je ne vais pas en dire plus sur la concertation, mais on reçoit tellement de sollicitations qu'on pense peut-être à pérenniser le dispositif pour que les gens puissent régulièrement déposer des noms et qu'on aille toujours puiser dedans. On parlait de l'espace public. Au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on appelle un peu l'urbanisme tactique, c'est-à-dire comment on va pouvoir utiliser nos moyens pour promouvoir une culture de l'égalité et mettre en avant donc les figures des femmes. Par exemple, à Tours, on va avoir normalement bientôt une deuxième ligne de tram. On a essayé de trouver des lieux stratégiques ou essayer de trouver des stations qui pourraient avoir des noms de femmes. Parce qu'en fait, on prend tous le tram. Actuellement, la première ligne, c'est 50 000 personnes qui la prennent. Donc beaucoup de gens passent devant des arrêts. Et avec le syndicat des mobilités de Touraine, on a réussi à faire voter des gens sur différents noms symboliques. Je pense notamment ceux qui sont vraiment de Tours. On a un boulevard Jean Royer, qui est un ancien maire très illustre, ici. On a la rue Georges Sand. Et on a la place Sidi Ibrahim. Donc c'est tout un quartier où il y a ces trois noms qui cohabitent, soit pour une rue, soit pour le boulevard, soit pour la place. Et en fait, on s'est juste dit que pour l'arrêt de tram qui serait là, on allait demander aux citoyens leur avis. C'est Georges Sand qui a remporté le plus de voix. Donc, on voit que tout ça, quand même, ça progresse, ça avance. On a des promoteurs aussi qui, quand ils doivent, eux, nommer des avenues privées, non, pas des avenues, c'est trop grand, des allées, des venelles privées, qui nous contactent en disant, votre démarche, ça nous intéresse, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Donc, parfois, nous, on propose des noms pour lesquels les gens ont voté et ils s'en saisissent. Ou là, on a des espaces dans le budget participatif de la ville, des espaces de sportifs ou autres, où les gens jouent la démarche de venir vers nous pour qu'on travaille ensemble sur la nomination. Donc c'est parfois les scolaires qui se saisissent du sujet, qui vont eux-mêmes faire le travail de biographie pour après faire des votes. Et en fait, le fait de leur faire le travail par eux-mêmes, je pense qu'il y a beaucoup de gens... on est à l'université, on sait que la démarche, quand elle vient d'eux-mêmes et qu'ils la creusent, ils vont eux-mêmes s'en souvenir et ils vont, elles et eux, après en parler autour d'eux. C'est comme ça qu'on va réussir à se souvenir de ces femmes et peut-être aussi à créer des nouvelles vocations auprès de nos jeunes. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est vraiment encore trop verrouillé par rapport à des cursus. Vous parliez du CARE tout à l'heure. Bon, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a quand même encore beaucoup de métiers extrêmement genrés, même s'il y a du travail avec les institutions pour essayer de... On a vu une expo encore il y a une semaine sur les grilles de la préfecture sur la mixité dans les métiers du bâtiment. C'est encore une façon de se saisir de l'espace public pour promouvoir d'autres modèles. Et je pense que ce que vous avez dit tout à l'heure, je ne peux pas développer plus parce qu'on va laisser en participer, mais la question de lutte des classes, je dis comme ça, mais de lutte des classes et féminisme, elle est intrinsèquement liée. Puisqu'on sait très bien que la liberté... ça peut paraître pour un luxe quand on n'a pas les moyens de s'exprimer, pas le temps, parce qu'on a ses tâches ménagères, je prends l'exemple, rien qu'à Tours, on a tellement de cellules familiales monoparentales, bien sûr, souvent des mères isolées, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Si on n'a pas une société qui met en place des dispositifs pour que les femmes puissent se libérer des tâches ménagères, ou en tout cas de toutes les tâches liées à la domesticité,
on n'arrivera pas à faire évoluer les choses. Je le vois en politique, hein, à partir du moment où on n'a pas un statut d'élu local, et encore moins un statut de l'élu local, et qu'on voit qu'une femme comme la maire de Poitiers, qui a eu un enfant pendant son mandat, n'a même pas été indemnisée parce que c'était même pas pensé dans la loi qu'une femme en âge d'avoir des enfants puisse être mère, c'est quand même qu'en 2025, il y a de sacrés trous dans la raquette, comme on dit en politique. J'ai appris ce terme depuis quelques années, je ne l'utilisais jamais avant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vais peut-être vous inviter à vous asseoir toutes les deux, Medivine et Madame Pereira-Nunes. On a prévu un petit temps, hein, 15-20 minutes, d'échange et de discussion, réaction à la présentation historique, remarques aussi sur le trait contemporain, bien évidemment. Donc la parole est totalement libre, et moi je me contenterai de faire circuler le micro pour que tout le monde puisse entendre les interventions. Oui. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous présenter ou dire... Oui, moi je me présente. Florence Debré, artiste, auteur et antimilitariste et féministe. Gros casier judiciaire déjà. Merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais vous demander, il y a eu un travail remarquable qui avait été fait par... à l'université Toulouse Le Mirail à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française. Et est-ce que vous avez également, parce que je n'ai pas eu encore le plaisir de pouvoir aller voir cette exposition, vous avez également puisé tout... Enfin, est-ce qu'il y a une contribution indirecte de tout ce travail qui avait été fait notamment par Marie-France Brive, qui est décédée malheureusement déjà il y a beaucoup d'années. Voilà, c'était... Je vais prendre des... Oui. On va peut-être prendre des notes pour vous laisser parler, parce qu'on a déjà... Pas c'est tout. C'est tout simplement mais je note. Et puis... on pourra répondre plus tard. Question, intervention. Bonjour, je m'appelle Aurore, je suis étudiante en sociologie. Et alors, c'était très intéressant, merci beaucoup pour la présentation. Mais je ne crois ne pas avoir vu de personnes dans la présentation, ou de femmes surtout, LGBTQIA. Voilà, est-ce que vous en aviez plus dans votre livre? Est-ce qu'il y en a certaines que vous n'avez pas pu préciser ici? Voilà, c'est ma question. On s'arrête peut-être à 3 questions. Puis... Bonjour. Je vais essayer de me faire comprendre. Est-ce que dans votre livre, il y a tous les documents que vous nous avez montrés ici? D'accord. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, j'habite tout. Je trouve, j'ai resté vraiment époustouflée des choses qui se sont passées, donc que l'histoire nous a appris. Et j'ai comme l'impression, enfin j'avais l'impression qu'ici à Tours, les questions féministes et les lettres mortes. Non, mais voilà, mais là c'est là que j'y veux. Je me suis rendu compte, d'après ça que vous venez de nous expliquer, qu'en fait il se passe beaucoup de choses. Bien, je reçois chez moi des journaux de la mairie, Tours, mais je ne vois pas grand-chose sur le féminisme ni sur les féministes. Alors, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'avoir un journal comme ça, pas beaucoup de, je ne sais pas, comme Tours, ma ville, qui traite du problème féministe et des choses qui se passent ici à la faculté ou à l'université. Parce que moi, je ne viens plus à l'université, bien évidemment, et j'ai comme l'impression que on va un jour apprendre que bon, il y a une rue qu'on a mis un nom de femmes, mais toutes les autres choses de lutte, vraiment lutte profonde, comme les problèmes de ces femmes, par exemple, qui sont seules avec des enfants et qui sont dans une injustice totale par rapport à vous. Ça, on n'a pas d'idée. Alors, est-ce qu'on ne peut pas faire donc ces journaux-là, comme je vous demande, ou est-ce qu'on ne peut pas faire aussi parfois, une fois tous les 6 mois, une fois tous les 3 mois, une conférence comme ça pour nous informer de la lutte, de qu'est-ce que vous êtes en train de faire à l'université pour que ça avance, mais d'une façon vraiment concrète. Parce que là, c'est fort. Hein. Ça que je viens de voir, c'est fort. Très très fort. Je me dis, je ne vois pas ça, ni un dixième de ça, reflété dans la lutte féminine ici.
Je ne dis pas que ça n'existe pas. Hein. Je dis que je suis dans l'ignorance totale. Excusez-moi et merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui. Oui, bonjour. Je lisais dans l'invitation que cette rencontre était en préfiguration de la création d'un musée des féminismes. Vous pouvez nous en dire un petit peu quelque chose? Oui. Oui. Oui, donc bonjour et merci aussi pour la présentation. Alors j'ai eu la chance et j'ai eu le temps surtout de lire votre dernier ouvrage que j'ai trouvé passionnant. Et puis alors c'est vrai que là on reste un peu sur notre fin puisque vous arrêtez au droit de vote des femmes. Alors évidemment j'ai appris plein de choses, notamment sur l'actualité aussi locale, puisque on y apprend que 2 femmes en 1925 sont élues au conseil municipal de Saint-Pierre-des-Corps. J'ai regardé et je crois qu'elles n'ont pas de nom de rue à Saint-Pierre-des-Corps. Peut-être à Tours ça viendra, mais voilà. Ensuite, puisqu'il y a aussi un appel à l'actualité contemporaine, alors c'est vrai que vous terminez sur le procès Mazan, puis vous abordez aussi les questions LGBT dans l'ouvrage. En revanche, alors soit j'ai loupé le passage, mais puisque vous abordez beaucoup les luttes sociales, et moi il y a un documentaire qui m'avait particulièrement marqué, c'était Je veux du soleil de Ruffin, où on voit la place des femmes dans cette lutte sociale autour des gilets jaunes, très présente autour des questions de fin du mois, etc. Donc ça, voilà. Ensuite, il faut faire des choix. Les gilets jaunes sont dans le livre. Mais ils sont dans le livre. Oui. Et puis, alors, puisqu'on est toujours sur l'actualité très très récente et qu'on aborde les questions de lutte, les luttes sociales et en tout cas la place des organisations syndicales, il y a quand même un fait important dans notre paysage syndical, c'est que nous avons 2 femmes qui sont à la tête des 2 principales organisations syndicales, que ce soit Sophie Binet à la CGT et Marie-Lise Léon pour la CFDT. Et donc, alors c'est peut-être parce que c'est encore l'histoire contemporaine du temps présent, même si dans votre livre vous abordez aussi l'élection de Rachel Keke, etc. Enfin voilà. Donc il y a plein de choses passionnantes, mais voilà, quel est votre regard par rapport à alors c'est pas nouveau que des femmes soient à la tête d'organisations syndicales, mais le fait qu'en même temps 2 femmes des 2 principales organisations syndicales soient à la tête de ces... Voilà, qu'est-ce que ça signifie aussi pour vous et comment vous l'analysez? Est-ce qu'on s'arrête là juste pour avoir quelques réponses à tout ça, et puis ensuite, si on a un peu de temps, on continuera? Vous voulez? On va mettre des gilets jaunes. Mais on aurait dû prévoir 3 heures. Tu veux? Tiens. Comme ça, après, je vous laisse pouvoir répondre aux plusieurs questions. Alors, madame, juste pour vous dire que, en fait, c'est vrai que le sujet d'égalité, c'est pas toujours le sujet qui est le plus mis en avant, notamment par la ville, parce que c'est pas une compétence municipale directe comme beaucoup d'autres, hein, comme l'éducation ou autre. Néanmoins, on a justement ce plan d'action pour lequel on fait un bilan tous les ans de toutes les actions menées par la ville. D'ailleurs, je vous invite à le retrouver sur le site internet de la ville de Tours, qui détaille vraiment toutes les actions qu'on met en place avec les centres sociaux, avec l'éducation, avec le sport, avec les solidarités, avec voilà, toutes les relations internationales, vraiment toutes les directions. Et finalement, quand on dézoome un peu et qu'on fait le bilan, on se rend compte que voilà, il y a quand même des choses qui se passent de plus en plus. Et si vous voulez savoir un petit peu où on est au niveau féminisme en local, il y a plusieurs représentantes ici de collectifs et associations qui pourraient vous dire ce qu'elles font au quotidien. Et notamment, une de nos actions aussi à la ville de Tours, ça a été d'essayer de mettre un peu, de rapprocher aussi les associations féministes pour justement avoir des événements de plus grande ampleur, sur lesquels on peut aussi plus facilement communiquer et de vraiment mettre ensemble autour de la table les acteurs locaux, parce que c'est essentiel. Il y a beaucoup de choses qui se passent un peu partout. Et c'est difficile parfois d'avoir une visibilité sur tout ce qui se fait, mais quand on y travaille, vraiment, ça donne... on a eu un 8 mars cette année, vraiment... on est assez fiers du 8 mars qu'on a eu, parce qu'on a eu plus de 1000 visiteurs à l'hôtel de ville, avec 21 assos présentes, des actions dans tous nos satellites, comme les bibliothèques, les musées. Enfin,
Voilà, donc il s'en passe des choses, mais je suis d'accord avec vous, on communique absolument pas assez sur le sujet. Donc il y a des membres des services ici de la ville avec qui je travaille sur ces sujets. Je pense qu'elle serait ravie de faire remonter à la direction générale que les citoyennes et citoyens réclament plus de communication sur l'égalité. Je suis parfaitement d'accord. Merci. Oui, alors, vous avez raison de souligner qu'on reste sur sa fin. Il y a des choses qui ne sont pas abordées, il y a des éléments, des sujets absolument majeurs, notamment les luttes LGBTQIA+. Là, on a parlé tout à l'heure vous avez vous-même employé le mot de la lutte contre la transphobie. Donc je précise qu'en fait, le choix qui a été fait ici, c'était de restreindre assez considérablement la thématique autour, à l'occasion de l'anniversaire aussi, autour de la question de citoyenneté et droit de vote. Donc c'est ce qui explique, et merci vraiment beaucoup pour votre lecture, je suis très touchée, et aussi des mots chaleureux que vous avez employés à ce sujet, mais ce qui explique que, bien sûr, par rapport au livre, par rapport à l'exposition, ici, la perspective était forcément très réduite. Mais quand même, dans le livre, la place des femmes, notamment des femmes gilets jaunes, est présente. Et donc, voilà, et dans une perspective elle-même féministe et intersectionnelle. Hein, par exemple, par exemple, plus de liberté, plus d'équité et plus d'adelphité ici. Alors, oui, j'ai mis quand même celle-là parce que j'aime bien dans quel monde vit-on. J'ai choisi aussi cette photographie-là parce qu'il y avait quand même aussi toute cette reprise de l'héritage révolutionnaire avec les bonnets phrygiens. Et puis la question de la libre disposition de son corps. Mon corps m'appartient, je l'habille comme je veux, quand je veux, si je veux, ma liberté, je m'en charge. Et aussi en écho à ce que je disais vraiment très très rapidement et par allusion sur la place de l'écoféminisme, le lien avec les luttes des femmes chicanas. Vous pourriez peut-être en dire quelques mots. En tout cas des féminismes en Amérique latine, des luttes contre les féminicides qui sont quand même apparus, même le mot est apparu au Mexique. Ni les femmes ni la terre ne sont des territoires de conquête, ça a été repris par certaines femmes gilets jaunes, mais à l'origine ce sont vraiment des mots qu'on trouve dans les luttes féministes en Amérique latine. En fait, voilà, comme je vous l'ai dit, je me suis arrêtée là dans le propos, d'autant que je m'apercevais qu'en effet j'étais bien trop longue, en 1945, puisque c'était un peu le cahier des charges, mais en fait, évidemment que les questions très intersectionnelles, et je vous en ai parlé d'emblée d'ailleurs de ces femmes en lutte dans les grèves, qui sont aussi des grèves féministes dans une certaine mesure, des grèves de femmes qui articulent les différentes thématiques, aussi bien la lutte contre le racisme que la lutte contre la misogynie structurelle. Alors là, elles sont très importantes au travers, par exemple, de ce symbole qu'ont été les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles. Toutes les luttes contemporaines. Mais vous voyez, là, on débordait de la thématique, mais ça m'importait ensuite... mais je le fais à l'occasion de cet échange, donc c'est un petit rattrapage, et c'est très court, hein, mais Femmes et Liberté, dont on a parlé d'emblée aussi tout à l'heure, les luttes contre les féminicides, avec une sororité aussi très internationaliste. Et ça, cette photographie, je vous l'ai montrée tout à l'heure. Et en fait, j'ai aménagé le diaporama juste à la dernière minute parce que j'ai vu juste en arrivant à l'université, voilà, ce qui me paraît tout à fait symbolique de ce que l'on veut exprimer. Et donc, vous avez absolument raison de dire que j'ai pas parlé des personnes et des luttes LGBTQIA+. Par exemple, j'aurais pu citer et je le fais, le nom de Madeleine Pelletier, qui était... voilà, on peut considérer qu'avant même les luttes qu'on connaît aujourd'hui, était déjà une féministe dans une perspective très très intersectionnelle et qui a lutté pour le droit de vote des femmes, mais bien au-delà, dans une perspective vraiment d'émancipation totale, et où la question, vous parlez de Monique Wittig à juste titre, mais finalement, quelqu'une comme Madeleine Pelletier a été pionnière dans la question de refuser des assignations identitaires en termes de sexualité, pas seulement en termes de genre, comme le faisait Monique Wittig aussi, sur cette façon de rejeter l'hétéronormativité en particulier. Je pense que la discussion qui a commencé de se mener entre vous est vraiment fondamentale, parce qu'il y a évidemment la symbolique, et c'est important, la question de nommer, mais c'est aussi, puisque vous évoquiez les espaces, vous citiez par exemple les bancs, c'est pas négligeable, parce que en fait, et Christine Barre en parlerait très très bien si elle était là, en tant qu'elle a par exemple coordonné un livre qui s'appelle Le genre des territoires. Bon, elle contribue avec
bien d'autres sociologues, anthropologues, entre autres, a montré combien l'espace est genré, et notamment l'espace public est genré. On le sait très bien pour les transports en commun, avec le fait que beaucoup de femmes en fait, ne prennent plus les transports en commun à partir d'une certaine heure. Que par exemple dans le métro parisien et en Ile-de-France, il n'y a plus que 15-20% de femmes après 22 heures. On sait aussi que les femmes et les personnes LGBTQI peuvent être bien sûr victimes dans l'espace public et spécifiquement de violences et d'agressions et de harcèlement. Et donc on sait aussi que les femmes n'ont pas du tout le même rapport à cet espace public. Notamment parce qu'elles évitent de stationner, justement, elles évitent une forme d'immobilité, parce que sinon il y a toujours le risque qu'elles soient interpellées, agressées, voilà, d'une manière ou d'une autre. Ça a été vraiment démontré. On pouvait aussi parler, d'ailleurs, parce que vous avez parlé des écoles sous l'angle plutôt de la végétalisation, mais en fait on peut s'interroger, comme le font beaucoup de mouvements intersectionnels, par exemple dans les pays scandinaves, sur le genre des cours de récréation. Le fait que les filles sont souvent n'utilisent pas du tout l'ensemble de l'espace de la cour et sont dans des espaces extrêmement réduits, restreints. C'est en train de changer, mais je parle de pays scandinaves comme la Norvège ou la Suède, par exemple, qui ont expérimenté la non-mixité de certaines récréations. Alors on pourrait se dire, ah, mais en fait, est-ce que c'est pas une régression par rapport à une longue histoire, justement, de la lutte pour la mixité? Mais en fait, c'est une non-mixité choisie, ponctuelle, comme on le fait dans nos luttes féministes LGBT. Puis il y a plus une non-mixité ponctuelle, stratégique, pour montrer qu'on peut, et que les filles, notamment, peuvent se réapproprier l'espace de la cour, pour pouvoir ensuite mieux se donner des forces collectives. Voilà, donc ça me paraît très important que alors, la question que vous évoquez et qui est absolument majeure, en fait, qui a aussi traversé un peu l'histoire que j'ai essayé de vous présenter, c'est-à-dire au-delà des droits et au-delà même, en particulier des symboles, que la question de l'injustice structurelle, de l'injustice systémique sans la bataille contre ces injustices, sans laquelle les droits peuvent rester relativement abstraits. Finalement, toutes les figures dont je vous ai parlé ont mené cette bataille frontale-là, en disant, en fait, on n'aura pas d'égalité véritable si on ne lutte pas pour la justice sociale, au-delà même de droits civiques qui peuvent être obtenus. Donc c'est sûr que c'est fondamental d'y réfléchir et que les luttes, je vous ai montré le cas de on pourrait parler de grève de femmes, de grève féministes, de grève de la production, de grève du travail reproductif aussi. C'est une stratégie absolument majeure aujourd'hui pour poser cette question des injustices. Et comme vous l'avez vu, après c'est un choix que j'ai fait aussi, compris dans le livre, de parler de cette radicalité qui touche à la racine de systèmes oppressifs. Donc souvent, dans ces mobilisations, et ça rejoint ce que vous disiez sur la présence de femmes aujourd'hui dans le syndicalisme, en fait... et à la tête des syndicats, c'est le cas aussi par exemple systématiquement à Solidaire, il y a, le porte-parole là est toujours mixte à la tête de Solidaire, à la tête c'est même pas une bonne expression, mais en tout cas ça symbolise aussi une vaste lutte qui est d'une part anticapitaliste, et d'autre part une vaste lutte au sein du mouvement social, au sein du mouvement ouvrier, pour considérer que en fait, les femmes y ont évidemment toute leur place, mais ça a été obtenu de haute lutte. Justement, la force de ce que vous avez mentionné aujourd'hui sur la place de ces femmes à la tête des syndicats, des confédérations syndicales, c'est quelque chose qui était inimaginable à l'époque dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que justement il y avait une misogynie structurelle dans le syndicalisme, il y avait vraiment une manière de nier la légitimité des femmes à se battre dans le syndicalisme, avec aussi un refus de considérer que même quand elles avaient leur place, un refus de considérer des conditions matérielles, pratiques et pragmatiques pour qu'elles puissent jouer ce rôle-là en termes d'aménagement, en termes d'aménagement du temps de travail, etc. C'est pour ça que toutes les questions que vous avez posées sont liées aussi à la question d'avoir le temps. C'est ce que vous disiez d'emblée, en fait, avoir le temps
pour une démocratie véritable, pour une démocratie vivante, où chacun joue un rôle vraiment fort et pas seulement déposer un bulletin dans une urne à échéance régulière, 4 ans, 5 ans, voilà. La véritable démocratie vivante, c'est quand on peut avoir des lieux, des espaces pour décider, délibérer sur nos existences, en fait, sur le bien commun. Et ça suppose aussi, par exemple, de réduire assez considérablement le temps de travail et de réfléchir aussi, ce que vous disiez, à la question du travail aussi reproductif en général. Voilà. Donc, voilà. Alors, et sur la question du musée des féministes, c'est pas moi qui vais répondre, c'est Lucille et Julie. Oui, on peut peut-être terminer cet échange en vous parlant de ce beau projet. Donc, Lucille de Wilder, qui est la chef de projet de la FEMUSE, va vous en dire quelques mots. Oui, merci pour cette question et nous donner l'occasion aussi de parler de ce projet qui est un projet important et dont il faut parler. Donc je vous invite aussi à parler autour de vous de ce projet de musée pour lequel on œuvre avec l'association AFEMUSE. Voilà, à la création du premier musée en France dédié à l'histoire des mobilisations féministes et des combats passés et présents contre les discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle. Et c'est un projet qui est porté par l'Université d'Angers, qui accueille depuis plus de 20 ans le Centre des archives du féminisme, qui conserve plus de 100 fonds d'archives féministes. Et l'association œuvre non seulement à la valorisation de ce fonds, mais aussi à l'enrichissement d'une collection muséale qui donnera vraiment à voir et qui mettra en lumière ces mobilisations qui sont en réalité très peu connues ou très mal connues et très peu étudiées. Et on œuvre donc à l'enrichissement des collections et à leur valorisation, notamment par des expositions, dont la première est en cours jusqu'au 22 juin, et je vous invite aussi à aller la découvrir à la bibliothèque universitaire Belle-Beille à Angers. C'est pas très loin, c'est à 1 heure de train, et c'est vraiment une très belle exposition, et on remercie Ludivine Bantini pour tout le travail qui a été fait pour cette exposition. Et toute une programmation culturelle aussi. Je vous ai mis là des petits flyers que vous pouvez bien sûr emporter. On a de nombreux événements qui visent à faire vivre cette exposition ici, cette conférence en fait partie. De réussir à donner à voir vraiment au plus grand nombre et au public le plus large toutes ces questions des luttes féministes qui sont absolument essentielles, et notamment dans nos temps parfois troublés, il faut vraiment qu'on arrive ensemble à se mobiliser sur ces questions. Donc je vous invite à aller voir l'exposition et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, s'abonner à notre newsletter et suivre ce projet qui est le début de quelque chose de grand. Et nous vous remercions d'avoir été présents et présentes à cette conférence. Est-ce que... je te donne le petit mot de la fin, Julie. Oui, d'accord. Donc, co-présidente de la FEMUSE, c'est très très important. Oui, voilà, donc c'est une aventure, vous allez suivre ça. On fera des rendez-vous réguliers à l'Université de Tours pour parler de ce projet de musée, bien sûr, peut-être pas tous les 3 mois, mais ça sera régulièrement évoqué ici à l'université, évidemment. On vous invite, mais seulement pour 15-20 minutes, à prendre un verre avec nous juste à l'extérieur. Merci beaucoup de votre participation, de votre présence ce soir, et donc à très bientôt. Merci, à vos attendants.